Bonsoir à tous. Merci d'être là et au nom de Hervé Lemoine, le président du Mobilier National, je vous souhaite à tous bienvenue aux Rencontres des Gobelins sur une thématique qui nous est chère au Mobilier National autour des textiles, textiles aussi bien vus d'un point de vue patrimonial que d'un point de vue beaucoup plus innovant. Donc ce soir, plusieurs acteurs importants de cet art, l'art textile. On va commencer par la maison Pierre Fray, qui existe depuis 1935 avec Patrick Fray, le fils du fondateur, Pierre Fray, qui nous font le plaisir et l'honneur d'être parmi nous ce soir pour évoquer leur maison riche d'histoire, puisqu'elle est à la fois la maison Pierre Fray, mais aussi un regroupement d'acteurs autour de la maison, notamment Braconnier, ou alors Boussac, Faldini et Borghi, Le Manac et bien d'autres. Pierre Fray, qui est membre du comité de Colbert depuis 1976, et cette maison développe tout un art de l'ameublement, tout un art du décoratif de la maison autour des tissus, papier peint, papier panoramique, moquette, tapis et mobilier. D'ailleurs, cette partie mobilier, vous pourrez la découvrir à partir du 31 mars, 1er et 2 avril, notez bien les dates, à la Galerie des Gobelins dans une exposition sur entrée en matière qui mettra justement en regard les jeunes formations, les CAP, les lycées professionnels et certaines maisons du comité Colbert. Donc ce soir, nous avons le privilège et l'honneur d'accueillir cette maison avec donc Patrick Fray, mais aussi Sophie Rouard, qui est responsable des archives à la maison Pierre Fray depuis 2003. Et qui a participé en tant que commissaire à de nombreuses expositions, dont celle que vous pouvez voir actuellement, qui s'appelle « Étoffe et littérature, le tissu dans la littérature au XIXe siècle ». Très très beau sujet. Voilà, je vous laisse la parole, et vous avez à peu près une petite demi-heure, on posera des questions. Je vous laisse. Merci. Bonsoir. Voilà, on va l'avancer un peu, comme ça. Comment prendre les choses? Je crois que dans l'introduction que vous avez faite sur la maison, j'ai toujours pensé qu'il était important d'avoir deux jambes. Et que pour faire une création contemporaine, quelle qu'elle soit, on ne pouvait pas se passer du passé et de l'histoire, surtout quand on est français, et de l'histoire de France. Donc je me suis focalisé très jeune autour de l'histoire de France. Et donc, comme vous l'avez dit, Sophie est venue me rejoindre il y a maintenant près d'une vingtaine d'années comme responsable du patrimoine, parce que donc j'ai succédé à mon père qui avait, comme vous l'avez très justement dit, créé cette affaire en 1935, qui était un homme, je sais parce que c'est important, obsédé par la mort, et étant fils unique, très très vite, il voulait me repasser le bébé, en me disant, et puis si t'es pas doué, t'as rien à faire chez moi de toute façon. Bon, j'avais 21 ans. Donc j'ai tenté le coup, et 6 mois après, il me demandait quel produit nouveau et quel tissu j'allais créer. Je n'avais aucune idée. Donc il a bien fallu que j'apprenne tout ça, et je suis allé sur le terrain, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde pour mon métier, et je me suis très vite rendu compte qu'effectivement on revenait toujours à la France, et que bien souvent il n'y a que les Français qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être Français, surtout dans notre univers, et que dès qu'on va dans un pays, que ce soit les États-Unis, l'Angleterre, la Scandinavie, la Russie, le Moyen-Orient, bon, et que vous dites que vous êtes français et que nous sommes dans le monde de l'art ou le monde de la maison, immédiatement vous passez devant. Et me rendant compte de ça très vite, je me suis rendu compte aussi que Pierre Fray, même si c'était une maison de création où mon père avait fait travailler, on y reviendra, probablement des artistes dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60, c'est vrai qu'on est quand même très prisonnier de Versailles, on va dire, pour résumer, et que le 18e est important. Et comme il m'avait répété toute sa vie qu'il était important que la plus belle maison du monde s'appelait Braconnier et que l'autre plus belle maison du monde s'appelait Le Manac, j'ai entendu ça toute ma vie, enfin toute ma jeunesse. Et un jour, je me suis mis dans la tête de me dire, mais dans le fond, peut-être qu'un jour, on pourrait reprendre Braconnier. Bon, je vous fais l'histoire courte parce qu'on a 30 minutes. Mais on a réussi, j'ai réussi, et avant qu'il meure, j'ai réussi à le laisser rentrer chez Braconnier, j'allais dire chez lui. Et je m'étais dit que j'avais rempli ma mission. Et c'est vrai que dans ce Braconnier, c'était une grande partie de documents d'Oberkampf, donc datant de Marie-Antoinette et de Louis XVI, et qu'on a découvert là une collection de documents français absolument unique au monde. Et
du coup, ce que je disais tout à l'heure, ces deux pieds m'ont poussé en même temps à développer ce patrimoine français, et on va y revenir très vite, mais aussi parce que j'avais 30 ans, parce que j'avais 40 ans, parce que j'avais 50 ans, à faire des choses contemporaines, avant-gardistes, abstraites, différentes, nouvelles, tant au niveau des matières qu'au niveau des dessins et des couleurs. Voilà, pour résumer ce qu'est Pierre Fray, donc aujourd'hui, puisque c'était un peu l'introduction, j'ai la chance exceptionnelle d'avoir 3 fils, et que ces 3 fils aient décidé de travailler avec leur père, ce qui est encore une autre chance, et qu'on s'entende bien, ce qui est encore une autre chance. Donc tout ça fait qu'il y a une suite à cette maison, et que le jour où je passerai la main, je leur ai d'ailleurs passé la main au niveau de la direction de la maison, mais j'ai gardé la création pour l'instant avec une petite équipe, parce que je pense qu'on a encore des choses à dire et que tant que ça marche, on continue. Voilà, donc voilà ce qu'est la maison Fray. Vous dire, pour peaufiner, on va suivre ça. Bah voilà, vous avez l'immeuble, c'est vrai que je vais mettre mes lunettes. Donc on a la chance d'être dans l'immeuble de Lully, dans le rue des Petits Champs, dans le 1er arrondissement. Magnifique immeuble, très simple, parce que le bel immeuble est compte, on ne le voit pas, il est à l'angle de la rue Sainte-Anne. Et ça, c'est sur la gauche, mon père, avec ses premiers collaborateurs, donc en 36 ou 37, juste pour montrer que, voilà, qu'il était grand. Bon, et puis ça, c'est 50 ans plus tard, probablement, voilà, entouré de Pierre à ma gauche, et puis après, Vincent, qui est devenu patron de Pierre Fray, et Mathieu, qui travaille pour Pierre Fray en Asie et qui habite Singapour. Voilà, les marques, vous venez de l'annoncer, marques, bien sûr, Bracconnier, je viens de le dire, Boussac, c'est une autre histoire, qui était ce qui restait de l'Empire Boussac, c'était un petit département tissu d'ameublement et papier peint. Et j'ai été très content de reprendre cette maison, et je me suis rendu compte, là aussi a posteriori, et c'est l'âge qui permet de dire ça, que j'ai cru à l'époque qu'il était bien d'avoir des choses pas chères et d'avoir des tissus pas chers, et que Pierre Fray étant très cher et Bracconnier étant très cher, ce serait bien d'avoir des tissus. En fait, énorme erreur, parce qu'on ne sait pas faire du pas cher quand on sait faire du cher. J'aime pas ce mot, c'est parce que ça veut rien dire, mais c'est un peu, j'aime mieux dire quand on fait du beau, c'est difficile, ou qu'on essaye de faire du beau, et qu'on essaie d'utiliser de belles matières, et de beaux colorants, et de beaux dessins, et de faire travailler des artistes. Tout ça, le jour où on dit, ah ben non, là, vous êtes beaucoup trop cher, vous avez 10 € trop cher, il faudrait bien... Bon, je sais pas faire. Donc on a vite fait évoluer Boussac pour en faire une maison plus d'avant-garde, mais moins ce qu'elle était au départ, parce qu'encore une fois, c'était pas notre terrain de chasse. Et Boussac avait dans son panier, dans sa besace, une société italienne qui s'appelait Fadini Borghi, qui est une société de Florence, et qui faisait des damas et des choses absolument ravissantes. Donc là, je me suis régalé, je me régale encore. Et puis, cerise sur le gâteau, on a pu reprendre il y a quelques années, par un concours de circonstances incroyables, la maison Le Manac. Bracconnier avait été créé en 1824, Le Manac a été créé en 1827. Se sont battus pendant 2 siècles l'une contre l'autre, et c'est formidable de se dire qu'aujourd'hui, elles sont sous le même toit, et que Sophie en prend soin au niveau du patrimoine avec des archives qui nous permettraient de parler des heures. Et puis dernier point, voilà, vous avez là sur la gauche donc un tissu, c'est qui est une broderie absolument superbe, faite par deux Japonais. Là, on est chez Pierre Fray, 2 jeunes Japonais qui nous ont fait toute une série de dessins que j'adore. Après, c'est donc la collection, ce que je disais il y a quelques minutes, que nous venons de sortir avec le Louvre. Et ça m'a passionné. Le Louvre cherchait à avoir une forme de licence dans notre domaine. Et donc, comme à l'époque, je dis toujours, mais je cherchais à faire une collection sur l'Égypte, ils nous ont laissé la possibilité, carte blanche, pour prendre ce qu'on voulait au Louvre. Et réinterpréter en tissu et en papier peint et en tapis des éléments de l'époque égyptienne et des pharaons. Et ça a été absolument somptueux. La collection est sortie il y a 3 semaines, donc on peut la voir dans nos showrooms. Et on a mis 1 an à travailler sur des thèmes magiques. Et comme vous pouvez voir, ils nous ont laissé rentrer dans le Louvre un mardi, jour de fermeture, pour faire nos photos, ce qui est vraiment un privilège. Après, en haut, Bracconnier. Alors Bracconnier, bien sûr, je vous l'ai dit, essentiellement indienne, 18e, magnifique dessin, tout ça je pourrais développer beaucoup. En bas, Le Manac,
Le Manac, même histoire, mais peut-être moins d'indienne, plus française et peut-être plus osée, plus amusante, dans la deuxième partie du 19e. Et à droite, c'est Thorpe, c'est ça? Non. C'est la suivante, tenez pas compte. J'en tiens pas compte. Et je dis simplement un dernier mot. Nous venons de racheter, mais je ne pense pas que vous connaissiez, il y a exactement 8 jours, donc je ne peux pas me retenir de ne pas le dire, la maison Thorpe. Thorpe est une maison anglaise qui s'appelle THORP, qui en France s'appelle Thorpe of London, et en Angleterre s'appelle Bernard Thorpe. Et c'est une magnifique toute petite affaire de tissu et de papier peint, où tout est fait à la main. À notre activité, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 3 mètres du dessin que vous voulez, dans le coloris que vous voulez, sur le support que vous voulez. Il n'y a pas de minimum. Alors que si vous allez chez Frey ou chez nos confrères, c'est exactement l'inverse. Nous avons des tissus en stock et vous choisissez des papiers peints en stock et vous choisissez parmi ce que nous avons. Là, ça marche dans l'autre sens. Et j'avais trouvé la démarche de ce monsieur absolument très amusante, exceptionnelle. Je le connaissais depuis longtemps. Et là, on a eu l'occasion de la racheter la semaine dernière pour essayer de développer ce savoir-faire, on va dire, presque totalement artisanal. Et du coup, on devient imprimeur dans le Norfolk, avec 3 imprimeurs qui impriment à la main, exactement comme au XVIIIe ou au XIXe siècle. Donc ça est aussi bien du papier que du tissu. Donc voilà, c'est une aventure qui commence, donc ça, c'est très amusant pour mes fils et moi-même. Voilà, pour la maison, je crois que je vous ai un petit peu tout dit. Si je continue, photo du studio de créa, j'en profite pour vous dire que moi j'ai toujours basé ma carrière sur l'éclectisme et que ça m'amuse autant de faire une collection d'enfants. Je pourrais développer, on vient de faire une collection qui, pendant le Covid, qui s'adressait à tous les enfants de nos clients qui avaient moins de 13 ans et qui cherchaient à dessiner. Et j'ai appelé on a fait un concours qu'on a appelé Dessine-moi un mur, et on a reçu du monde entier, on l'a envoyé dans le monde entier, et ça occupait les enfants, et on a sorti une collection de papier peint il y a quelques mois, donc qui s'appelle Dessine-moi un mur, et ce sont les enfants ce ne sont que le travail des enfants. Voilà, mais là je passe. Mais là c'est le Louvre. On a travaillé il y a quelques années avec les aborigènes. On a travaillé avec les Indiens d'Amérique. On a travaillé. Voilà, j'aime bien donner des thèmes à mes collections et d'essayer de parcourir la planète. Toujours en se disant qu'on vit au XXIe siècle et qu'on ne vit pas au XVIIIe, et que donc il ne s'agit pas de reproduire en dehors de Bracugny ou le Manac des choses anciennes, mais de donner envie aux gens de 20 ans, de 30 ans et de 40 ans d'utiliser nos produits tels qu'on les imagine, tels qu'on essaie de les créer. Voilà. Après, toujours pour suivre rapidement ce qu'on a dit, ça c'est le... Comment ? L'usine. Ah, l'usine. Heureusement que Sophie me souffle tout. Moi, je suis très mauvais pour avoir un ordre. Oui, l'usine, la même chose, toujours partant du même principe, en voyageant, je le dis entre parenthèses, mais nous exportons 80% de notre chiffre d'affaires, ce qui est énorme, et donc, enfin énorme pour nous, pour une PME, et je me suis rendu compte, toutes ces dernières décennies, combien il est important de dire qu'on fabrique en France. Et ça, je crois que c'est très vrai, les gens, ils sont sensibles quand ils achètent camembert ou une salade, on retourne, ou un objet de plus en plus pour être bien sûr que c'est fait en Europe. Donc je m'étais dit à l'époque qu'il était important de fabriquer en France. Donc on a un gros atelier qui est près de Caudry, près de Cambrai, dans le nord de la France, et qui travaille où nous tissons une grande partie de nos tissus, pas tous mais beaucoup. Et puis après, on a dit, donc le papier peint, c'est en Angleterre. Et nous avons racheté, il y a 5 ans, une petite affaire de meubles. On a décidé de se lancer dans le meuble, en disant qu'après tout, il n'y a pas que les Italiens, et qu'il faudrait qu'on essaie et que c'est un concept global, et que sur les meubles, on met du tissu, et que donc, si on peut faire d'une pierre deux coups, ce serait bien. Donc, on fait travailler des artistes français et internationaux, et là aussi, on est à Villers-Cotterêts, donc tout près de Paris, et on a un gros atelier où on essaie de développer, c'est une nouvelle aventure là aussi, où on essaie de développer des meubles contemporains sur le marché international. Voilà. C'est un petit. Alors tout ça a l'air très pompeux quand on donne tous les noms les uns derrière les autres, mais c'est tout petit, hein.
Je vous rassure, c'est tout petit, mais ce sont voilà, des maisons qui soit n'avaient pas de successeurs, parce que malheureusement, quelquefois, la génération d'après ne souhaite pas continuer ce qui a été fait par ses prédécesseurs. Et c'est un peu le cas de Bracquenier ou de Le Manac, c'est comme ça que ça nous est arrivé. Ou d'ailleurs de Thorpe, ou même de Villers-Cotterêts, puisque les enfants voulaient vendre, ils ne voulaient pas du tout se lancer dans le meuble. Bon. Donc à chaque fois, on s'est dit que c'était peut-être un moyen pour nous de tirer notre épingle du jeu et de sauver un certain artisanat français qui sinon aurait fermé ses portes, tout simplement. Voilà, je vais peut-être vous passer la parole. Là, je vois que vous m'avez écrit qu'effectivement, nous avons deux personnages importants, l'un dans notre usine du Nord et l'autre à Villers-Cotterêts, l'un qui est chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres et qui tisse, mais Sophie reviendra à la main, car quand nous avons repris le Manac, il y avait encore des métiers à bras. Et il y avait un homme passionné de ce métier. Le Manac était de Tours et nous avions un tisseur qui était à Tours avec sa famille et qui tissait à bras. Il faut savoir que quand on tisse un tissu, doit faire 80 ou 90 cm de large quand il est en soie maximum, et qu'on en tisse entre 20 et 40 à 50 cm par jour. Tout ça en le tissant à la main. 100% soie, magnifique. Et ce monsieur, pas jeune, un garçon de 45 ans, a décidé simplement de quitter sa belle ville de Tours pour aller s'installer à Caudry en Cambrésis, à Montigny en Cambrésis, dans le nord de la France, au milieu des betteraves, pour continuer à faire le métier qu'il adore. Et donc, il est parti avec femme et enfants, et il tisse, ils sont deux, il est en train de former un jeune. Mais dans le nord de la France, c'est difficile de trouver des gens qui aiment la soierie, c'est plutôt le Lyonnais qui donne ça. Mais donc, il se bat beaucoup, et c'est pour ça qu'il a été nommé chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres. Et puis, Fernanda da Rocha, qui vient d'être nommée par le comité Colbert il y a quelque temps, chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres également, et qui est une femme absolument remarquable, et qui est beaucoup plus tapissière, on la voit là, est passionnée par son métier. Voilà, donc on essaie modestement de préserver dans notre beau pays de France ce qui en fait une toute petite partie, parce que pas grand monde ne s'intéresse à nos beaux métiers, et que c'est tellement important, si ce n'est, et heureusement que je m'adresse à toi parce que je te connais si bien, et aux gens qui sont avec toi, mais heureusement que nos ambassades véhiculent, et à vous-même, et c'est vrai que je connais ma copine depuis très longtemps, et depuis des décennies, grâce à vous, on fait voyager l'art de vivre à la française, et ce qu'on essaie de faire le mieux possible. Voilà. Et c'est formidable. Voilà, moi je crois que j'ai assez dit pour l'instant. On parlera après de création, et je passe la parole à Sophie, qui est donc responsable du patrimoine, qui est venue me rejoindre il y a une vingtaine d'années, je l'ai dit, et qui a la même passion que moi. Sachez également que, pour parler un peu du passé, on continue tous les deux d'acheter des documents, parce que ce n'est pas parce que vous achetez une maison de tissu, même si elle a des documents divins comme le Manac au Bracquenier, mais la création qui n'en est plus une, mais qui en a été une et qui peut en redevenir une, se passe dans les musées, se passe dans les demeures anciennes, se passe chez les jeunes qui n'ont plus rien à faire des choses anciennes, ou chez les anciens qui veulent des choses modernes. Et que notre rôle, c'est toujours d'être à l'affût, que ce soit à Drouot ou ailleurs, pour essayer de continuer à sauvegarder ce qu'on peut sauvegarder pour enrichir notre fonds. Voilà. Et le dernier mot là-dessus, c'est que ce n'est pas une collection qui soit valorisée. Je dis toujours que c'est une collection de famille. C'est-à-dire que chacun des dessins qu'on achète, je les revendique, je les aime, je les choisis, je les regarde, en espérant un jour les éditer si on peut. Et que Sophie m'accompagne dans cette mission passionnante et amusante. Voilà. Alors, c'est à moi. À vous. Alors, moi, je vais vous parler de création et innovation, mais à travers les siècles. Monsieur Fré. Ah, faut me tourner ça. Voilà, création et innovation à travers les siècles dans la collection patrimoniale de la Maison Pierre Fré, qui compte un peu plus de 30 000 archives du XVIe siècle à nos jours.
Donc on peut se poser la question de qu'est-ce que l'innovation dans la création textile et est-ce une notion récente ou ancienne? Pourquoi innove-t-on dans la création textile et à quel moment ça démarre, en France en tout cas, et dans notre collection patrimoniale? Donc on pourrait se dire que l'innovation, s'il n'y avait pas d'innovation dans la création textile, on serait peut-être encore vêtu de peau de bête. Donc il est fort probable que l'innovation est due à des raisons autres que de se protéger du froid, mais sous-tend peut-être des raisons économiques, politiques, environnementales, culturelles. Donc c'est ce panorama historique que je vais vous proposer ce soir en des points assez précis et vous allez vous découvrir ça petit à petit. Donc là, vous avez le petit département archives qui est sur 2 lieux, un à Paris et puis un autre dans le nord de la France, afin de stocker ces 30 000 archives. Donc on va commencer ce panorama par le XVIe siècle. Au XVIe siècle, toutes les étoffes, les belles étoffes proviennent d'Italie. Donc la France est dépendante de l'Italie pour se fournir en étoffes. Ici, vous avez de très beaux exemples qui sont issus de notre collection. Voilà, des lampas, des damas, des broderies. Ici, d'autres exemples. J'ai appuyé ou non? Non, peut-être pas. Voilà. Ici, on voit l'usage de ces étoffes qui sont utilisées en étoffes d'ameublement sur ce très beau tableau des Ducs. Et également l'influence aussi de l'Orient dans ces importations. Donc la France est dépendante de l'Orient et de l'Italie pour obtenir des étoffes raffinées. Et en 1596, Barthélemy de Laffemas, qui est le contrôleur général des finances, va établir un rapport, donc je vous le cite. Il rédige un règlement général pour dresser des manufactures en ce royaume. Il souhaite l'établissement des manufactures d'étoffes du Levant et d'Italie en Provence, de tapis de Turquie à Paris, de toiles de Hollande en Normandie. En fait, il souhaite créer une industrie nationale qui pourrait répondre à tous les besoins en France. Donc pour cela, il cherche à attirer des spécialistes, des artisans. Il prépare un petit peu le terrain à Colbert. Donc comment peut-on innover? Et on innove pourquoi? Pour s'émanciper économiquement. Donc la France, comme je vous l'ai dit, était tributaire de l'Italie et du Levant. Donc on souhaite les rois et leurs ministres et ces ministres souhaitent rééquilibrer la balance commerciale. Donc pour s'émanciper, il va falloir maîtriser les savoir-faire. Est-ce que je peux vous arrêter une seconde? Oui. Ce qui ne se fait pas du tout. Vous pouvez revenir en arrière une seconde? Ah non, je ne sais pas comment on fait. Ah ben voilà. Voilà, le tableau qui est en haut. Qui est un tableau qu'on a trouvé, que j'avais découvert quand on était avec Sophie d'ailleurs, qu'on avait découvert au Louvre de Lens. J'avais eu le coup de foudre. Ce sont les ambassadeurs, ce sont les Vénitiens qui sont reçus à Damas, je crois. Hein. J'avais trouvé ce tableau absolument magnifique, quand vous le voyez dans le détail. Donc on a demandé l'autorisation au Louvre d'en faire un panoramique en papier peint. Donc on l'a considérablement, et c'est pour ça rejoint un peu votre thème, c'est-à-dire qu'on part d'une chose classique qui devient une création contemporaine, parce que le tableau, et d'ailleurs, il est, vous l'avez vu, on l'a revu, on en a vu une copie à Vaux-le-Vicomte, récemment. Et ce tableau qui date donc du 18e, je crois du 17e, 18e, oui, non, je ne sais plus très bien. 16e même. Bon, est un tableau extraordinaire de détails. Donc on l'a agrandi pour qu'il fasse 3 mètres de haut en panoramique et 4,50 mètres de large. Et on l'a modifié avec la corde, bien sûr, du Louvre, sur les côtés pour qu'il puisse se répéter. Donc c'est un vrai panoramique. On peut faire un couloir de 10 mètres de long. Et c'est une beauté parce que ça avait été peint avec tellement de finesse qu'on a respecté absolument l'œuvre sur un support. Quand vous la voyez de près, c'est absolument incroyable. Donc voilà, parenthèse d'une chose ancienne qui peut servir aujourd'hui et devenir quelque chose de contemporain. Donc, comme je vous le disais, bon, donc là on est encore au XVIe siècle, d'autres exemples issus de notre collection. Et donc au XVIIe siècle, la France cherche à s'émanciper de l'Italie. Et ici, vous voyez la diversité des tissus de cette période. Donc l'émancipation va passer par la maîtrise des savoir-faire. Et un des premiers éléments est le perfectionnement du métier à la tire par Claude Dangan en 1605, qui va permettre de créer des motifs à grande échelle façonnés.
Et cela va permettre aux Français de créer leur propre répertoire iconographique, de travailler leur propre répertoire iconographique. Un autre point également, on sait que Henri IV a cherché à développer la sériciculture en France. Dupont, lui, voyage en Turquie, d'où il va ramener la technique du point noué. Et pour faire justement, pour tisser des tapis veloutés façon du Levant. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez un modèle, alors je ne sais jamais comment c'est fait, bon voilà, alors à droite, vous voyez un modèle persan, et une fois que les artisans français maîtrisent le savoir-faire, ils développent un vocabulaire ornemental typiquement français. Et c'est ça qui est intéressant dans l'innovation, c'est que cela permet de s'exprimer et d'exprimer sa propre culture. Donc ils adaptent des techniques étrangères et développe un style français. Ici, nous avons un bel exemple d'une étoffe Louis XIV où là, l'innovation est utilisée pour glorifier le monarque. Donc Colbert et Louis XIV sont plutôt des modernes et vont tenter en fait de développer les manufactures royales, bien entendu. Et alors, j'arrive même pas à lire ma citation tellement c'est petit. À défaut des actions éclatantes de la guerre, rien ne marque davantage la grandeur et l'esprit des monarques que les bâtiments. Ça, c'est une phrase assez intéressante. Ça montre à quel point Louis XIV et Colbert veulent faire rayonner la France à l'étranger. Donc, l'innovation, ce nouveau style, va être utilisé pour faire rayonner la France et les demeures royales vont devenir les vitrines du savoir-faire français. Et la magnificence des intérieurs va répondre au prestige des bâtiments. Donc vous voyez ce style qui est composé de motifs plus grands que nature, des fleurs stylisées et de compositions symétriques. Ici, on passe au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est par excellence le siècle du raffinement. Les soieries lyonnaises sont appréciées dans toute l'Europe. Et là, il y a deux choses qui vont se produire. On innove pour imiter la nature. Et j'ai voulu faire un point sur ces soieries naturalistes qui sont mis au point, enfin dont la technique est améliorée grâce à Revel, qu'on appelle le Raphaël de la fabrique, qui met au point le point Berkeley, avec un système de hachure qui va permettre de recréer le modelé de la nature. Donc en 2D, on arrive à avoir un effet 3D. Donc on innove pour copier la nature. Ici, c'est l'influence en fait du contexte culturel qui sert l'innovation en création textile, ce goût pour la chinoiserie, pour l'exotisme qui se développe au XVIIIe siècle. Ce qui est assez amusant avec les chinoiseries, c'est que certaines d'entre elles étaient envoyées en Chine et les Chinois ne s'y reconnaissaient pas du tout en fait. Tout simplement parce que ce sont des créations européennes, françaises, et il n'y a aucun souci de réalisme dans ces étoffes, c'est le voyage immobile, le voyage rêvé. Un autre exemple aussi de cet exotisme et de ce contexte culturel qui a une influence sur la création textile, c'est l'ananas. Durant le XVIIIe siècle, on en trouve énormément sur le tissu. On peut se poser la question de pourquoi. Tout simplement parce que ce fruit a été acclimaté en Europe à la fin du XVIIe siècle. Jusqu'alors, les Européens n'avaient jamais pu goûter le fruit frais. Ils avaient toujours goûté le fruit confit. Donc, ils vont découvrir cet ananas. Il va y avoir des cultures qui vont être développées, notamment par les Anglais au départ et les Hollandais. Et bien sûr, ce goût va se déplacer dans les arts décoratifs. Donc il est intéressant de voir que les étoffes, quand on sait les regarder, nous apprennent énormément sur les sociétés dans lesquelles elles ont été créées. Ce sont des témoignages directs lorsqu'on arrive à les décoder. Une autre influence de ce contexte culturel, c'est Rousseau, qui prône un retour à la nature et qui va s'exprimer dans les toiles de Jouy, notamment celle-ci, une très belle toile de Jouy reproduite chez Braquenier, et à côté le naturalisme de ces fleurs, un très beau lampa utilisé par Louis XVI.
Donc je vous fais un panorama un petit peu rapide, mais juste pour vous expliquer la place de l'innovation et les enjeux de cette innovation dans la création textile à l'époque. Le 19e siècle, c'est vraiment le siècle de la mécanisation, l'industrialisation. Ici, vous voyez, c'est du coup le style Premier Empire. Et j'ai souhaité m'arrêter sur cette mode du châle cachemire, où là, vous avez 3 exemples. Vous avez Madame Rivière peinte par Ingres. Vous avez un exemple de châle cachemire au milieu produit en France. Donc la première porte un châle d'importation. Au milieu, c'est une production française. Et le troisième est une production imprimée. Et en fait, ce motif de palme cachemire, décliné, on va dire, sur 3 supports, témoigne de la mobilité sociale qui se fait à l'époque. On veut être à la mode, quel que soit son statut social, en fait. Et ça, c'est intéressant aussi. L'innovation est un facteur qui permet la démocratisation de certains motifs. Je vous parlais de la mécanisation. Ici, vous avez un très bel exemple d'impression chaîne qui est mis au point en 1816. Il permet d'imiter les icates et les chinés à la branche du XVIIIe siècle. Et il permet là aussi d'avoir une régularité, malgré l'effet flouté que l'on peut voir et qui est caractéristique des chinés à la branche, mais une certaine mécanisation et une certaine régularité. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous continuons de produire des impressions chaînes, le fameux Concini, et tout ça pour vous dire que les innovations d'hier sont les savoir-faire d'aujourd'hui, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi, cette permanence dans la création. Vous voulez dire un mot sur celui-ci ? Dire qu'en fait, le problème, c'est que c'est devenu de plus en plus difficile en Europe de faire de petites quantités. Ce qui était dans les siècles passés, ce que nous voyons sur ces images très faciles à réaliser, aujourd'hui, on ne peut plus teindre 100 grammes de fil d'un certain ton. Il faut tout de suite des kilos, il faut tout de suite, c'est compliqué. Après, il faut des normes, après, il faut des autorisations. Et on a beaucoup de mal à garder ce côté artisanat et rare d'une impression sur chaîne. On n'a pas le temps de vous expliquer la technique, mais enfin, c'est très compliqué parce qu'on tisse, on imprime, on retisse, tout ça. Et on a beaucoup de mal aussi à trouver la main-d'œuvre. Voilà, donc, il y a un vrai problème. Et pour certaines choses très rares comme les broderies, on est obligé d'aller en Inde, où c'est le seul pays aujourd'hui, d'abord ils sont nés brodeurs depuis des millénaires, et on arrive à faire avec un talent extraordinaire ce que nous aimons, mais parce qu'on fait vraiment 90% de tout ce que nous faisons en Europe, mais les broderies, il faut aller les chercher en Inde, même si elles sont choisies, déterminées, les fils sont chez nous à Paris, enfin tout est complètement télécommandé de Paris, mais le savoir-faire n'est plus français, n'est plus européen malheureusement. Là oui, hein. Là oui, mais avec beaucoup de mal. Et ici, vous avez le métier jacquard qui se généralise vers 1830, là aussi qui va apporter un formidable élan et démocratisation pour certains usages. Et donc on vous remontre Olivier Jouannon parce que nous continuons de tisser dans nos ateliers du Nord ce très beau velours. On produit 1,50 m par jour. Donc voilà, ce métier jacquard ancestral, cette innovation d'hier qui est aujourd'hui un savoir-faire que nous perpétuons au sein de la maison. Une autre innovation très intéressante pour la création textile, c'est l'avènement des colorants chimiques au milieu du 19e siècle, les bleus pans, les caroubiers, les boutons d'or qui apparaissent. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui marque une rupture dans la création textile au milieu du 19e siècle. Et là, je vous montre quelques exemples issus de nos archives où vous pouvez voir ces gammes de couleurs totalement renouvelées. Un petit focus sur le XXe siècle, où là, ce qui est intéressant, c'est que l'innovation, c'est une remise en question en fait de la place de l'art et des arts décoratifs dans la maison. C'est une vraie rupture. L'art nouveau prône l'art pour tous, bien que cela reste une utopie, étant donné qu'ils vont revaloriser bien entendu l'artisanat et que l'artisanat coûte cher et que tout le monde ne pourra pas s'offrir ces magnifiques étoffes. Ici, vous avez un exemple de cet art nouveau plutôt géométrique, comme le prônait la Wiener Werkstätte.
qui est un préambule, bien sûr, à l'art déco, qui a atteint son apogée en 1925 avec cette exposition internationale des arts décoratifs, où là, deux tendances vont vraiment émerger, le style art déco et le modernisme, enfin qui n'émergent pas, mais en tout cas qui vraiment sont bien séparés. Et les deux prônent la simplification des formes, mais pas pour le même usage. La première, c'est pour en faire un usage décoratif, alors que l'autre va plutôt être utilisé à structurer l'espace. Donc on voit à chaque fois que l'innovation sert la création, ou en tout cas sous-tend une portée philosophique, culturelle, technique ou politique. Et là, voilà encore quelques exemples issus de nos archives qui présentent ces deux courants, art déco et moderniste. Un dernier mot sur ces toiles de tour développées par Georges Lemanac en 1928, qui sont inspirées bien entendu des tissus redécouverts en 1924 lors de la croisière noire qui est organisée par Citroën en Afrique. Donc là aussi on voit que ce contexte culturel de voyage influence la création textile. Donc c'était un panorama un petit peu rapide sur l'innovation à travers les siècles dans la création textile, et je vous redonne la parole pour l'innovation et la création aujourd'hui. Oui, juste un mot sur ce qu'a dit Sophie. Quand on regarde le patrimoine braconnier Lemanac, on a la chance d'avoir de nombreux documents 18e. Et grâce à son savoir, quelquefois on se rend compte ce sont des dessins qui souvent ont été refaits au 19e. Comme vous le montrez, Sophie, il y a quelques minutes, à travers les techniques, on va dire, la chimie et tout ce qui arrive à partir de 1850, on retrouve des documents de Jouy ou d'ailleurs, manufacture, et qui ont été refaits, et on est obligé de regarder presque à la loupe, parce qu'au 19e, ce que l'on refaisait du 18e, bien que ce soit beaucoup plus moderne et technique, c'était beaucoup moins bien. Et c'est vrai que rien ne remplace la main. J'en profite, quand on imprimait à la planche de bois, au 18e, un document, une toile de Jouy 18e, refaite sous Napoléon III, même si elle est plus résistante, même si on a découvert le chintz, même si, etc., on perd le savoir-faire et ce sentiment qui est presque inracontable d'un document 18e. Et aujourd'hui, curieusement, ça rejoint notre thème, quand on réédite ou quand je cherche à refaire une toile 18e, on essaie vraiment de ne pas faire une toile 19e. C'est-à-dire de retrouver, même avec des techniques plus modernes aujourd'hui, ce je ne sais quoi d'irrégulier et de mal fait qui était la faiblesse de la main entre 8 h du matin et 7 h du soir. Donc c'est sûr que c'était autre chose, alors que la machine, elle enlève tout ça et elle donne au dessin, au 19e, une certaine rigidité. Donc voilà, toute notre partie du travail aussi, c'est de retrouver, on va dire, ce savoir-faire. C'est une petite parenthèse sur ce que vous avez dit. Mais simplement, on va passer sur le voilà. C'est vrai que quand on parle de création et d'innovation, déjà à l'époque, bien sûr, comme vous l'avez dit aussi, à toute époque, on a essayé d'en tenir compte. Et là, ce qui est amusant, c'est qu'on se rend compte que sur cette tenture murale qui est derrière, on fait attention, c'est-à-dire que la consommation est raisonnée. Les dessins, par exemple, le raccord d'un dessin n'arrive que tard. Sur une tenture murale, aujourd'hui, ou même sur une robe, on ne conçoit pas que le dessin ne soit pas parfaitement raccordé. Au 18e, au 19e, pas du tout. On s'en moque complètement. Il y a un souci, on a énormément de documents superbes à la maison, et ce qui est amusant, c'est de voir que vraiment, il y a un petit bout qui est bricolé dessus, c'est le même dessin, quelquefois d'ailleurs c'est même pas le même dessin, et il est mis n'importe comment. Ça n'a pas d'importance. Même sur et là, on le voit très bien sur cette tenture murale. Oui, parce que en fait, pour rebondir, aujourd'hui, on parle beaucoup des vertus en termes de consommation, recyclage. Et avec M. Frey, on s'est interrogé sur est-ce que ce sont vraiment des vertus nouvelles ? Est-ce que c'est lié à notre société, à notre génération ? Et c'est pour ça qu'on a choisi de présenter cela. C'est l'hôtel de la Marine qui vient d'être réaménagé. Et c'était intéressant de voir qu'en fait, dès le 18e, il y a déjà cette notion de consommation raisonnée. On ne gaspille pas la soie qui coûte cher. Donc voilà, on a l'impression aujourd'hui
de réfléchir à de nouvelles choses, mais en fait ça existait déjà au XVIIIe siècle. C'est juste que le XIXe est passé par là et que la mécanisation, l'industrialisation nous a permis de consommer beaucoup plus. Mais c'est intéressant de se remettre dans une perspective historique et de trouver l'inspiration chez les anciens. Donc voilà, il y avait ce principe de consommation raisonnée suivante, voilà. Et le recyclage, en fait. C'est-à-dire qu'une robe était recyclée après. Elle devenait chasuble de prêtre, ou elle partait dans des églises, où on récupérait les tissus. Il faut savoir aussi que plus on monte haut dans l'aristocratie, plus les tissus à base d'or et d'argent sont chers et longs à tisser. On tisse quelquefois 1 cm à 2 cm par jour. Donc c'est sûr que quand quelqu'un d'important se fait faire une robe, où évidemment il n'y a pas qu'un seul métier à tisser, il y en a plusieurs, donc il faut des mois, quelquefois des années pour avoir la robe que l'on souhaite avoir, et que le jour où elle va être portée 2 ou 3 fois à la cour, et après il ne faut surtout plus la porter, il faut qu'elle serve autrement. Voilà, donc il y a déjà exactement ce que vous dites, ce souci d'économie, de réutilisation, de consommation raisonnée. De recyclage. Et aussi, on parle de durabilité aujourd'hui, c'est un mot qu'on entend. Il faut avoir des produits durables. Et donc là, on a choisi 2 exemples qui ont été présentés dans l'exposition Palais disparu. Et nous avons la chance d'avoir quelques fragments, nous aussi. Alors pour celui-ci, il date du 19e siècle, on n'a pas l'original, mais c'est un retissage de Lemanac. Mais par exemple, celui-ci, il avait été commandé par Joséphine en 1802, livré en 1806 aux Tuileries. Bien sûr, il n'est plus à la mode, donc elle ne veut plus l'utiliser. Et il va être utilisé à Compiègne postérieurement, pour le roi de Rome. Donc on parle de durabilité, mais dès le 18e et 19e siècle, il y a cette notion aussi de durabilité. Et le dernier exemple, c'est celui-ci, ce très beau lampa commandé par Louis XVI pour Saint-Cloud et qui sera utilisé par Napoléon aux Tuileries. Donc voilà, la durabilité, le recyclage en tout cas, et la consommation raisonnée ne sont pas des vertus nouvelles. Mais maintenant, on peut parler d'innovation dans la création. Là, il y a des choses nouvelles. Alors, en 5 minutes. En 5 minutes. Et on vous a amené des échantillons qu'on va vous faire passer. Voilà, donc là, on parlait tout à l'heure de création contemporaine. C'est le cas, c'est l'autre jambe dont je parlais tout au début. Encore une fois, j'aurais dit, je crois que pour faire des choses contemporaines, il faut avoir ces bases derrière soi qui sont, je crois que c'est Starr qui avait dit, il n'y a pas de création amnésique. Et c'est tellement vrai. Bon, donc c'est toujours très intéressant. Ça, c'est cette artiste anglaise avec qui on a fait ce dessin il y a 2-3 ans, qu'on a fait en tissu et qu'on a fait en tapis, et qu'on vient même de faire en tapisserie, et qui est absolument magnifique. Une fois rendu, on ne l'a pas en canapé là, non, mais qui est très beau. Donc là, c'est ce que l'on disait aussi. C'est l'impression digitale en fait. Aujourd'hui, quelle est l'innovation par rapport au cadre plat traditionnel? Alors là, on est sur du tissu. Voilà, bon, digital. Le digital, on va dire que c'est une énorme machine à photocopier, mais au lieu d'imprimer une feuille papier couleur, vous imprimez un tissu d'ameublement 140 de large. Et avec une imprimante laser, et il y a des plus formidables parce qu'évidemment vous n'êtes plus limité par le nombre de couleurs, donc c'est à l'infini. Si vous avez envie de représenter la Joconde, vous avez la Joconde, elle va exactement dans les mêmes nuances, donc il n'y a pas, alors qu'avant, quand c'était au cadre ou à la planche, on était obligé de simplifier les dessins parce que c'était impossible de réaliser toutes les nuances. Donc il y a une question de dessin et il y a aussi une question de support, où on peut vraiment imprimer en numérique sur du papier, sur de la paille, sur du velours, sur ce que vous voulez, du moment que les tissus est en 140. Et il y a aussi une question de rapidité, parce que vous imprimez très très vite, vous pouvez imprimer jusqu'à 100 mètres par jour, alors beaucoup plus dans la mode, parce que ça va très très vite, mais nous, quand on cherche à faire autant de couleurs, etc., là aussi, il y a machine numérique et machine numérique. Donc on cherche à avoir le top du top pour avoir une conformité. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous scannez le dessin, et on parlait d'un document 18e tout à l'heure, avec tous ses défauts, toutes ses erreurs, et ça va vous le reproduire absolument. Donc c'est assez troublant. Seul défaut du numérique, au lieu d'être comme avant des colorants qui pénétraient le tissu, le numérique est une photo. Donc elle est en surface. Donc dès que vous allez frotter, j'exagère un peu, mais dès que vous allez ouvrir les poils, vous allez regarder, c'est blanc.
C'est vraiment une impression de surface. Donc ça a ses limites, même si ça évolue, on va dire, tous les mois. Un jour, je pense qu'on arrivera à faire comme le reste. Mais pour l'instant, c'est très intéressant parce que ça permet une créativité totalement débridée. Donc voilà. Là, on a vu les dessins d'enfants avant, ce serait trop long de vous raconter puisqu'on a que 3 minutes, mais c'était passionnant. Et là, on vient de voir le dessin d'avant, c'est une moquette imprimée avec les palmiers, comme vous pouvez le voir à gauche. Et là, même chose, c'est fait en Allemagne, c'est pas encore fait en France. Et on arrive en 3 mètres de large à imprimer le dessin que vous voulez, dans la taille que vous voulez, et les couleurs que vous voulez, au sol, avec une résistance tout à fait extraordinaire. Donc c'est vrai que cette créativité, cette modernité aujourd'hui, soit on s'en sert pour regarder derrière, soit on s'en sert pour regarder devant, et que quand on a des œuvres contemporaines très complexes, on arrive maintenant à les réaliser et à les transmettre et à les transposer avec beaucoup de facilité, beaucoup plus de facilité qu'avant. Donc, oui, allez-y. Attendez, hop, oui. Là, c'est l'innovation sur les supports en papier peint, en fait, la diversité aujourd'hui qu'il y a dans les papiers peints, le liège, le raffia, le papier. On va vous faire passer les échantillons. Parce comme que ça. Ce qui est très intéressant, et je terminerai là-dessus, avec le numérique, c'est qu'en quelques secondes, vous agrandissez ou vous réduisez votre dessin absolument comme vous voulez. Alors qu'avant, quand il était imprimé au cadre ou à la planche, le dessin était le dessin. Là, si on a envie pour une raison, pour une tenture murale, ou pour cette tapisserie qui est là, si on veut l'agrandir, on peut l'agrandir en un clic, ce qui est très agréable quand on travaille, en fonction des hauteurs de plafond, des hauteurs, des largeurs. On s'adapte très facilement sans que ce soit compliqué. Là, il y a de l'impression 3D, par exemple. Ça, sur papier peint, c'est formidable. Voilà, des tissus contre-collés, des panoramiques. Ravissant dessin, là aussi, le panoramique de, comment s'appelait-il ? Carmontel. Oui, Carmontel. Et puis là, bien sûr, la collection Sustainable avec des tissus développés en circuit court, tissés dans notre usine du nord de la France, et des matériaux recyclés, donc du cachemire recyclé, des bouteilles en plastique recyclées qui servent à faire des très beaux fils. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette innovation, elle est vraiment invisible chez Pierre Fay, ça ne se voit pas au niveau du produit. C'est vraiment, voilà, on communique dessus, mais le produit reste quelque chose, il faut que le produit plaise au studio, en fait, avant tout. Je veux dire, je suis un fervent défenseur du lin, de la laine, de la soie, du coton, du chanvre. Et là, on a aussi également, alors si je reviens en arrière, un fil qui est non teint. Donc les gammes de couleurs sont limitées à 5 couleurs, c'est la couleur des moutons. Voilà, donc c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Et là, c'est le lin outdoor. On pourrait peut-être terminer sur ça. C'est ce qui m'a toujours amusé et qui est une des caractéristiques de Fray, c'est l'éclectisme. Alors, on ne dit jamais non à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. On étudie, on regarde, on voit si c'est possible ou si c'est pas possible. On voit si ça s'adapte au prisme Pierre Fray que je défends autant que je peux pour que ça corresponde à l'esprit de la maison. Et après, on avance et on essaie. Après, on fait des tests quand même de résistance, de solidité à la lumière, bien sûr. Parce que tout ça, aujourd'hui, la clientèle est de plus exigeante, de plus en plus exigeante, et c'est bien normal. Mais on donne d'abord et avant tout et toujours la priorité à la création. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci infiniment pour ce panorama d'une maison et de l'histoire du textile et de la décoration. Je me tourne tout de suite vers la salle s'il y avait des questions. Comme d'habitude, je me lance le premier. Ah si, j'ai vu un petit bras se lever. Bonjour, je vous remercie pour cet exposé très vivifiant et stimulant qui montre qu'effectivement la création en France est encore très vivante. J'avais une question sur votre modèle économique et de développement. Le premier, est-ce que compte tenu de l'importance du facteur création dans votre travail, vous pouvez faire jouer ou vous rentrez dans les cadres pour faire valoir le crédit impôt recherche? On sait que parfois il est détourné. Vous, j'ai plutôt l'impression qu'au contraire, il mériterait d'être très largement employé. Deuxième question, par rapport au libéralisme et au protectionnisme et aux difficultés que vous avez évoquées à perpétuer les travaux de broderie en France, compte tenu, j'imagine, du coût horaire du travail.
Est-ce que vous pourriez bénéficier de ce qui existe par exemple dans le champagne ou dans certains spiritueux, de l'équivalent d'une appellation d'origine contrôlée, notamment en fonction de la qualité patrimoniale que vous avez évoquée précédemment? Et troisième question incidente, est-ce que vous avez une capacité de détection des talents des jeunes issus, je ne sais, des centres de formation ou qui se font par eux-mêmes, qui peuvent être les créateurs de demain et les dessinateurs de demain? J'ai mal compris la dernière question. C'est par rapport aux écoles, etc. Alors ça, moi, je peux vous répondre. On est en relation avec de nombreuses écoles de designers, etc. Et récemment encore, nous avons collaboré avec l'école du Perret. Et puis alors aussi sur le plan créatif, toujours sur cette même question, j'ai toujours tenu, mais c'est familial, mon père était pareil, je n'ai pas de studio intégré. Je ne veux pas avoir de studio intégré parce que je pense que le danger d'un studio intégré, aussi brillant soit-il, finit par se répéter. Et qu'il n'y a pas 50 000 façons, une main n'a pas 50 000 façons de dessiner une rose. Et un jour, la rose va se répéter, ce qui arrive à de nombreux peintres, à de nombreux artistes. Donc j'ai toujours voulu être libre. Au départ, quand j'étais jeune, je considérais ça un peu comme un handicap. Et finalement, je crois que c'est une force parce que pour répondre à votre question, monsieur, on reçoit beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'écoles. L'année dernière, on a monté, il y a 2 ans plutôt, ou 3 ans même, ça va vite, un concours avec les arts décoratifs. Là, on est avec le Louvre, on travaille. Enfin, je suis toujours à la recherche de jeunes. Le bureau est toujours ouvert, enfin autant qu'on le peut, parce que sinon, bon, on est obligé quand même de se limiter. Mais vraiment, on fait partie, je crois, des maisons très ouvertes à la création indépendante. Voilà. La deuxième question concerne. Alors, nous sommes entreprise du patrimoine vivant au niveau de notre usine. Bien sûr, qui fait partie de, je crois que c'est, mais pas au niveau de Pierre Fray. Vous avez utilisé quel mot? Oui, c'est ça. C'est plus difficile pour Pierre Fray, c'est plus facile pour notre usine de tissage, où on bénéficie d'aide, effectivement, mais on a du mal aujourd'hui en France à trouver quelqu'un qui s'intéresse au textile, même au sein des divers gouvernements. Le textile en France n'intéresse plus grand monde, malheureusement. Et la troisième question, c'est... Crédit impôt recherche. Crédit impôt recherche, oui, on en bénéficie beaucoup. On est au plafond des sommes accordées à des maisons comme les nôtres, parce qu'on s'en sert beaucoup, évidemment, parce qu'on est des maisons de création avant tout. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à peu près ce que vous vouliez. Bonjour monsieur, merci beaucoup. Alors moi j'ai 2 questions. Une qui concerne vos éventuels rivaux. Quand vous avez fait l'acquisition des sociétés que vous avez rachetées, est-ce que vous étiez en rivalité avec, je ne sais pas, des sociétés américaines ou italiennes Je voulais savoir si vous aviez des rivaux. Et la deuxième question? Alors la deuxième question, j'ai du mal à la poser. En fait, ça concerne les cimetières et surtout quand on fait des regroupements d'os pour les morts, est-ce que deviennent les parures et les tissus qui étaient dans les tombes? Alors ça, j'en ai pas la moindre idée. Non, parce que comme vous faites collection de tissus... Je pense que c'est détruit par la... C'est détruit oui, par l'humidité, etc. Je pense pas... Ça, enfin, je ne peux rien vous dire. Par contre... pour l'autre question, je vais vous répondre un peu par une galéjade. C'est ce que j'appelle, moi, de la chance. Et je crois qu'il faut toujours être sur le qui-vive et essayer de passer là où les autres ne passent pas. Alors c'est un peu prétentieux, mais c'est un peu ça quand même, c'est-à-dire essayer de... bon, le Manac, vous voyez, il y avait 4 maisons qui s'y étaient intéressées, je peux même les citer, le Lièvre, Colfax & Fowler, Rubelli et un autre, et les 4 ont trouvé que le Manac n'avait aucun intérêt. Alors en désespoir de cause, et parce que tout ça, ils nous avaient écrit de la même façon, mais on n'avait pas reçu le mail, il s'était perdu, il était tombé dans les spams, donc on n'avait pas répondu. Et comme nous étions les seuls à ne pas avoir répondu, que ces 4 maisons avaient dit non, pour des différentes raisons, nous on a dit oui, et ô combien, et vite, et on est enchantés. Merci mon Dieu. Ça c'est pour le Manac. Braquenier, c'est moi qui suis allé voir, ils ne voulaient pas vendre, et l'histoire serait trop longue à raconter, mais elle est magnifique. Voilà, et un jour, ils étaient 11 enfants, et il y a un des 11 enfants
qui a répondu à ma demande au bout de 10 ans. Voilà. Et les frères et sœurs ont vendu derrière. C'est coup de chance. Les autres, Thorpe, c'est moi qui suis allé le chercher. Parce que je rêvais mais quand j'ai su que ce monsieur prenait sa retraite, j'y suis allé. Bien sûr, il y a toujours une concurrence. Après, voilà, je ne crois pas que ce soit toujours une question d'argent, pour être honnête. Je crois que c'est aussi, encore une fois, dans nos métiers, on a cette chance. Les gens de Le Manac nous ont vendu aussi Le Manac parce qu'ils nous ont dit vous vous êtes tellement bien occupés de braconniers qu'on pense que vous vous occuperez bien de Le Manac. Donc c'est l'amour du document, et quand j'ai quelqu'un comme la personne qui est à ma droite qui aime encore plus les tissus que moi, ça rassure beaucoup. Voilà, on ne fait pas ça pour faire du business, on fait ça parce qu'on est amoureux de notre métier, de cet art qui est le nôtre en France, et d'essayer de le perpétuer autant qu'on peut le perpétuer. Et je pense que les gens qui sont en face, souvent, ont la même philosophie. Je pense que c'est de l'humain avant d'être du business. Merci. Une dernière question, parce que je crois que vous devez vous libérer. Non. Bon, ben merci beaucoup, et on fait une petite pause technique. Merci. Nous continuons notre soirée par la deuxième intervention autour des arts textiles et innovation avec Aurélia Leblanc, qui a été formée aux Beaux-Arts de Bruxelles et qui a installé son entreprise à Paris depuis il y a 6 ans, et qui a commencé sa carrière avec plutôt dans la haute couture pour des maisons françaises et étrangères, avec comme valeur principale de mettre en valeur les fils et les fibres rares. Aujourd'hui, Aurélia Leblanc développe des tissages pour des productions artistiques et architecturales, notamment avec l'aspect unique du tissage du géo vert. C'est surtout pour ça que je l'ai invitée, et elle travaille avec Lucille Viau, qu'on a pu faire venir, qu'on a invité au Rencontre des Gobelins il y a quelques semaines, et donc elle va nous expliquer justement tout ce processus de création autour d'un nouveau matériau. Je vous laisse la parole. Bonsoir. Voilà, donc effectivement, ici je vais vous présenter une histoire jeune d'atelier. On atterrit dans un autre univers. Il y a l'histoire déjà de mon atelier que je vais vous présenter rapidement. Pourquoi ? Parce que c'est important dans la construction du projet que j'ai pu élaborer en collaboration avec Lucille Viau, de qu'est-ce que c'est le geste et l'acte artisanal dans ce qui peut avoir de libre, et donc de cet art de la recherche, de la liberté dans le geste. Donc comment c'est venu et quelle est cette histoire dans ce geste pour moi. Et puis, je vais vous évoquer ensuite les tissages de verre, effectivement, qui aujourd'hui est une matière unique que l'on crée avec Lucille Viau, et qui, effectivement, a des composantes et des particularités qui nous ont nous-mêmes étonnés dans la création. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça. Voilà, déjà pour vous parler un petit peu de la formation que j'ai eue. Donc j'ai été formée aux Beaux-Arts de Bruxelles, effectivement, là où on a une implication très technique, mais aussi sensible au geste, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une mise en relief de chercher sa sensibilité, chercher son écho dans le textile, la manière dont on va se raconter. Et dès le départ, en fait, dans mon histoire au tissage, c'était assez rigolo parce que j'ai tout de suite eu envie de tisser de la transparence, du vide. J'étais assez fascinée par la dentelle, l'univers de la dentelle. J'ai passé un master autour de l'interprétation de la dentelle unisexe. Donc voilà, vraiment quelque chose qui était de l'ordre de chercher à tisser de la transparence. Et ce qui était assez drôle, c'est que ma formatrice à l'époque aux ateliers venait de l'automobile. Donc dans le tissage, quand on apprend le tissage, en général, on nous apprend à faire des matières qui se tiennent, dont l'armure, ce qu'on appelle l'armure, c'est vraiment l'ADN, l'entrelacement entre la chaîne et la trame, soit solide. Donc aller chercher à faire du vide, c'était un petit peu à rebrousse-poil. Mais ça m'a conduit vraiment à trouver des chemins là-dessus qui, je pense, m'ont permis de développer un langage très particulier qui est le mien aujourd'hui. Voilà, donc moi je voulais vous parler, là ici vous avez une photo qui évoque vraiment ce geste ce qu'on appelle le brochet. C'est un geste qui démarre avant la création du jacquard, donc c'était une manière
de contrer le rapport perpendiculaire de la chaîne et de la trame et de venir dessiner avec un fil autre que celui de la trame de manière plus libre. C'est ici le geste qui est sur cette image. Voilà, donc il y a vraiment cette recherche de transparence, de flotter, d'éviter le maximum de fils. Donc jusqu'à présent, j'ai pu le faire avec des fils textiles qui pouvaient un peu m'aider à ça. Et puis, c'est passé cette rencontre avec le verre plus tard. Ici, on a une image d'une réalisation qui a été faite pour une maison new-yorkaise qui se nomme Proenza Schouler et qui a permis tout à fait de traduire l'idée d'un oiseau tissé, donc comment faire l'étoffe et la peau d'un oiseau. Il y a de ça dans l'histoire de l'atelier quelque chose de très fort aussi et qui permet de nourrir notre projet avec Lucille. C'est nos recherches aussi personnelles, c'est-à-dire que le travail sur lequel j'ai fondé l'atelier autour de la haute couture, c'est véritablement l'histoire d'une traduction d'un rêve en matière. Et que du fait de passer par la main et de pas... Donc j'ai à l'atelier effectivement à Paris 6 métiers à bras, fait que je n'ai aucune contrainte d'entrelacement. Je peux choisir des fils qui vont peut-être un peu casser ou peut-être que je vais les doubler, tripler. Enfin voilà, on va toujours un peu mettre en valeur justement ces fils et fibres qui sont des fois pas industrialisables ni industrialisés, et trouver des chemins pour ça. Et en fait, l'innovation pour moi dans le geste et dans le textile tissé, c'est aussi ça, c'est quel type de rencontre entre les matériaux on va réaliser et comment on va trouver l'harmonie pour que ça se tienne, alors qu'on part un peu des fois sur des paris qui ne sont pas évidents. Ici, vous avez donc une image de fils qui sont un peu mes fils favoris à l'atelier, ceux avec lesquels j'essaye de marier le plus mes recherches. Il y a le fil de bananier avec lequel je remplace la soie. Pourquoi ? Parce que le fil de bananier en fait est complètement biodégradable, enfin la soie aussi, mais ça vient vraiment, il y a 2 types de fils qu'on peut avoir. Il y a la baca qui vient de la feuille et il y a ce fil qui est dans le tronc de l'arbre, et à chaque récolte du fruit il faut vraiment déraciner. Donc en fait tout ça sert vraiment. Le lin, l'aloe vera, qui est un fil qui vient du Maroc que j'aime énormément, et j'ai mes fils métalliques. Voilà, donc c'est un mélange de tout ça qui crée un univers autour des matières. Ici, on peut voir aussi, pareil, sur un tissage métallique, donc qui est vraiment tissé presque d'une matière qui s'absente, et c'est l'élément végétal, celui de la fleur, qui vient s'introduire en motif dans le tissage avec lequel je vais travailler. Ici, vous avez un exemple de, voilà, comme je vous disais, de traduire voilà, un rêve. Ici, c'est pour la maison Schiaparelli. Il y avait cette envie pour le directeur artistique dans la collection, dans le brief de la collection, de marier des fibres un peu étonnantes. Et donc, j'avais proposé des échantillonnages avec du crin de cheval qui se mélangeait avec du bijou, du laiton, des bijoux en laiton. Donc voilà, c'était très étonnant. Alors avec le rapport du métier à bras, on a aussi les raccords qu'on peut vraiment être libre de faire. Voilà. Donc ici vous avez l'échantillon un peu plus près. Ici, on va avoir un corset qui a été fait aussi pour la maison Schiaparelli, avec du fil de bananier, du raffia, des fils de métal. Pareil, toujours avec l'idée d'éviter d'avoir une matière très légère dans une résille. Dans ce projet-là, c'était une rencontre entre la plume, l'univers de la plumasserie, et le tissu métallisé pour la maison Dior. Là, pareil, c'était une silhouette qui racontait l'histoire d'une sorte de femme un peu qui animerait sa tenue, comme une sorte de rapport un peu sorcelier à ce qu'elle portait. Donc, pareil, à chaque fois, ça va être de raconter les briefs et les histoires de ça et de les traduire. Voilà, vous avez toujours les focus.
Et alors, dans le rapport à la matière, il y a aussi, et ça va avoir le lien aussi avec pourquoi on s'est rencontré avec Lucile, le rapport aussi aux valeurs, comme je vous disais, des fils qu'on utilise. Mais aussi ici, par exemple, c'est un projet qui a été fait avec ce qu'on appelle des stocks dormants, des dead stocks, on dit souvent, de jeans de la maison Dior, et qui ont été détissés pour être retissés. Alors, effectivement, ça reste des gestes artisanaux extrêmement longs, c'est-à-dire qu'on double, triple, quadruple le temps de travail, c'est-à-dire que le métier à tisser, pour le mettre en route, c'est déjà très très long. Mais là, il s'agissait vraiment de trouver une possibilité de travailler des matières inutilisées qui seraient plus sans doute utilisées parce que justement il y avait ce souci de la taille du tissu, voilà, pour les collections. Et donc il y a toute une collection que j'ai développée à l'atelier autour de ce jean recyclé, upcyclé, comme on dit, surcyclé, enfin voilà. Et qui donne en fait des matières avec des caractéristiques très particulières, c'est-à-dire que le fil a déjà été tissé, donc c'est vrai qu'il va être un peu twisté, frisé. Donc en fait, le fait de travailler aussi des matériaux un peu particuliers va donner aussi des caractéristiques à une matière qu'on ne va pas pouvoir nécessairement retrouver avec des éléments bobinables, enfin des bobines qui vont être lissées, très texturées à une volonté particulière. Voilà, ici vous avez un peu le chantier qui s'était mis en place sur la photo où on détisse effectivement brin par brin les fils de morceaux de tissu plus ou moins grands pour les mettre au raccord. Encore une fois, cela est permis parce que le travail à la main artisanal permet une liberté absolument inouïe, et même s'il demande beaucoup de temps, effectivement, on se rend compte qu'on peut trouver aussi des manières de refaire des productions ou de faire des productions artisanales qui fonctionnent très bien et dans lesquelles on trouve aussi beaucoup de sens. Voilà, ici je vais vous parler du tissage de Géovert. Alors pourquoi Géovert? Parce qu'il est travaillé avec le travail donc, de Lucile qui, elle, crée ses propres recettes de verre, donc à partir de ressources locales. Et c'est pourquoi aussi, avec Lucile, la rencontre a été aussi évidente, déjà humainement, parce qu'on partage toutes les valeurs que je vous ai citées, elle dans son travail de son côté et moi du mien dans nos marchés respectifs, pour les clients avec lesquels on travaille de manière respective. Et donc en fait on a créé un peu sur le ton de la blague au départ. Vous entendez? Oui. C'est un peu dur là, non? C'était un peu sur le ton de la blague au démarrage. Elle est venue en fait avec des chutes de fils quand elle va au laboratoire pour créer ses verres. Donc il y a toujours des petits filaments dans l'atelier de verrerie. Puis personne n'y prête trop attention. Puis elle est venue, on était voisines donc aux ateliers de Paris, qui est un incubateur, en 2017. On s'est rencontrés là. Puis elle est venue avec ses chutes de verre en me disant ça te dit pas qu'on essaye de les tisser? Et puis c'était un peu pour... on avait envie de travailler ensemble. Puis au départ c'était presque une blague parce que je lui disais mais on va essayer, mais c'est du verre et puis moi c'est une matière souple, le fil. Enfin on va rien pouvoir en faire. Enfin voilà, donc on savait pas trop. Puis finalement on s'est mis côte à côte. Alors là, c'est assez. Quand je vous parlais du geste tout à l'heure, c'est venu très naturellement de travailler à 4 mains, une chorégraphie un peu double. Où moi, d'habitude, quand je suis devant le métier à tisser, je suis seule. C'est vraiment un moment où on est dans la recherche ou dans la production, mais il y a quelque chose qui est dans le rapport à notre outil qui est très fort et qui est très personnel. Là, avec Lucile, elle est venue à côté avec ses chutes de verre. On a tout de suite essayé. On s'est prise au jeu et en fait. On a mis entre 3 et 4 ans à faire de la recherche et du développement pour arriver à la matière. Et on est arrivé à notre matière du tissage de verre qui est ici en exemple avec l'œuvre Confluence qu'on a faite en 2020 ensemble. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, ici, le tissage de verre est complètement malléable. Donc il est semi-souple dans le sens de la trame et souple dans l'autre sens totalement. Il est fait de 50% de verre et 50% de fil souple aujourd'hui. Sur la photo, alors je ne sais pas si vous voyez bien les nuances, ouais. Sur la photo, ici, on a 2 recettes de verre différentes de Lucile. Une qui vient de coquilles d'ormeaux et une d'huîtres.
Et on a poussé ensemble, en fait, au fil du temps, le sourcing des matériaux. Donc, moi, j'avais déjà une banque de données de matériaux avec des partenaires, comme je vous disais. Alors, on parlait des quantités tout à l'heure. Moi, c'est pareil, en fait, à mon échelle. Tout ce qui va être, c'est problématique parce que pour travailler avec des fournisseurs industriels, les quantités, nous, dont on a besoin, c'est pas des tonnes. Et c'est peut-être une belle réflexion pour l'avenir aussi, de comment travailler des productions qui puissent être entre les deux, pas forcément en surnombre. Mais ici, on a réussi à trouver en tout cas des fils, on a creusé un peu les recherches, des fils d'algues, quand la recette allait être une recette de verre marine, du fil de chanvre ou de lin selon le territoire qu'on va travailler. On essaye vraiment de pousser nos recherches au maximum pour que le moindre fil qui passe et qui rencontre le fil de verre ait le sens aussi de notre démarche à toutes les deux. Voilà, donc là c'est les parallèles entre nos deux univers encore une fois avant de travailler ensemble. Donc on peut voir à droite un motif que Lucille a travaillé pour... donc elle a une collection d'art de la table qu'elle développe depuis le début de son entreprise. Et moi donc à gauche le capitonné que j'ai réalisé en raffia. Voilà, donc on s'est rendu compte aussi tout naturellement de toutes ces attirances de motifs qu'on pouvait avoir l'une et l'autre qui se rejoignaient. Ici pareil, donc à droite les plâtres de mer de Lucille et à gauche c'est un tissage qui m'est venu, c'est des fleurs encapsulées que j'avais faites pendant le confinement. On était tous un peu dans des petites cases, donc voilà, ça m'est un peu évoqué cette histoire d'enfermer des fleurs. Et on s'est vraiment rendu compte de la connexion aussi des couleurs, des gammes, des attirances dans les couleurs. Voilà, donc un tissage et... Ici, on revient à notre fusion des deux savoir-faire. Donc, il y a vraiment cette histoire de fusion de deux savoir-faire, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas travailler, comme je vous le disais, c'est pourquoi ça a pris autant de temps. On ne voulait pas tisser du verre, mais faire un tissage de géoverre. Donc, une matière qui résonne même dans une nouveauté quand on allait la toucher. C'est-à-dire qu'on voulait créer aussi un étonnement. On voulait pas qu'on sente la distinction entre le fil et le verre. Et là, c'est une photo quand on tisse toutes les deux sur métier. Donc, comme vous voyez, il y a le fil de verre qui va être en trame et le fil ici de métal qui va être en chaîne. On a eu toute une recherche en fait pour arriver à ça de plusieurs choses. C'est-à-dire pour Lucille, c'était donc au laboratoire de l'Institut de recherche de Rennes en verre de trouver le bon calibre de fil, c'est-à-dire qu'on a testé plusieurs types de microns de fil pour voir ce qui allait résister. On s'est rendu compte que trop fin, ça cassait, trop épais, ça cassait, et qu'on arrivait à une justesse qu'elle a définie elle au laboratoire, qui nous permettait vraiment d'être juste dans la semi-souplesse qu'on cherchait. On a choisi, c'est un parti pris aussi, de laisser la fibre pure, c'est-à-dire qu'elle est non enduite et donc plus fragile. Il faut savoir que le verre est incassable tant qu'il n'est pas rayé, mais dès qu'il y a une micro-rayure ou quoi que ce soit qui puisse le heurter un petit peu, il va se casser. Ici, on a choisi de rester sur un fil aujourd'hui qui reste sans induction, car l'induction est extrêmement chimique. Donc l'histoire aussi de notre projet, c'est de le faire grandir vers une induction qui soit marine et donc biosourcée. Mais aujourd'hui, voilà, on est sur cette étape-là de créer déjà une matière qui soit réalisée pour l'architecture, pour des pièces artistiques, en tout cas l'univers de l'intérieur plus que de la mode. Et c'est aussi quelque chose de très touchant pour nous, parce on a pu toucher à des projets et à des espaces qu'on ne pouvait pas avoir avec nos matières à nous. C'est-à-dire que Lucille, elle était frustrée de son côté en me disant « mais moi, dès qu'on me demande des mètres carrés de verre, c'est trop lourd, c'est presque ingérable au niveau de la masse ». Moi, au niveau de la matière textile, alors c'est un autre sujet, c'est plus... Voilà, il y a quelque chose de peut-être plus... quelle est la plus-value d'un tissu fait main, alors qu'on en a des très beaux aussi industriels. Donc voilà, il y avait un rapport qu'on n'arrivait pas... Voilà, et là, on arrive à faire des mètres et des mètres de tissage de verre et que ce soit léger. Donc pour nous, ça a été aussi...
et c'est pourquoi le sujet, pour moi, du prisme artisanal m'est très important, parce qu'ici, on est vraiment sur un travail de surprise aussi de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on était étonnés de ce qu'on avait fait, on ne savait pas que ça allait nous mener à ça. Voilà, donc ici vous avez des échantillons de fil de verre. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une angulation qui est assez certaine qu'elle peut réaliser à la main. Quand je vous disais qu'on tissait à 4 mains, en fait, on va travailler beaucoup le dégradé avec les recettes. Et donc, Lucille, elle a créé des outils. En fait, en textile, on a des passettes et des navettes en bois plates, et donc forcément le fil de verre là-dessus n'allait pas du tout, et donc on a créé des navettes en verre soufflé dans lesquelles on insère le fil de verre dedans, et on a créé des calibres différents pour pouvoir saupoudrer 1 fil, 2 fils, 3 fils, plus de fils selon ce qu'on voulait travailler comme densité. Voilà, donc quand elle réalise les fils au laboratoire, c'est sous cette forme-là. C'est-à-dire que c'est des bobines, des grandes bobines sur lesquelles on enroule sur des kilomètres et des kilomètres le fil de verre. C'est assez fascinant. C'est d'une souplesse absolument folle. C'est vrai que ça nous étonne toujours pas mal. Voilà, ici vous avez un petit peu toutes les étapes qu'on va avoir entre le montage du métier à tisser, la réalisation du fil, c'est des chassés-croisés entre les matériaux. Comme je vous disais ici, vous allez avoir des exemples de tissage avec du lin, du fil d'algues, des recettes marines, des recettes plus terriennes. Alors, on a pu avoir la chance d'être dans un moment un peu de recherche à la Fondation Martel en juillet dernier, qui nous a permis aussi d'avoir un temps de création autour de notre tissage de verre, et on a donc élaboré aussi d'autres types de fils. Donc ici, c'est une technique au chalumeau, c'est une technique empruntée pour faire du fil de verre qui, à la base, est faite pour faire de la perlerie de bijoux. Sauf que voilà, on l'étire davantage. Ça, c'est pareil, quand on parle de fusion des savoir-faire, ici aussi, c'est extrêmement précieux dans les avancées, parce que Lucille est venue monter les métiers à tisser avec moi, comprendre un peu la temporalité de ce que c'est. Le montage d'un métier, c'est pas du tout évident, parce qu'on a un rapport en fait de temporalité de métiers qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que le verre, on va être dans une immédiateté assez forte, ça va devenir liquide en quelques minutes, redurcir en quelques secondes, et ensuite il y a un temps de cuisson de plusieurs heures. Moi, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que le métier à tisser pour le monter, quand on se dit bon bah on va faire un échantillon de 30 cm et qu'elle arrive avec les fils, bon c'est prêt, on y va, je dis oh là, tu passes 2 jours plus tard, c'est bon, ce sera fait. Mais voilà, on est vraiment dans des temporalités différentes, mais c'est aussi très précieux de pouvoir vivre ça dans ce projet, parce qu'il y a aussi une rencontre vraiment de qu'est-ce que c'est l'autre métier. Moi, je suis allée faire des fils aussi de mon côté pour tester. J'ai eu le baptême du verre, comme visiblement il faut l'avoir en me brûlant, voilà, parce que ça ressemble à du bonbon. Le verre, c'est extrêmement attirant. Quand c'est tout chaud, on dirait du caramel. Enfin, voilà, donc c'est un peu dur de résister. Mais bon, faut pas toucher, c'est quand même très fort. Voilà, mais donc ici on a un autre registre, voilà, de ces fils qui vont mélanger 2 recettes. Comme vous pouvez le voir, il y a des teintes très bleutées, d'autres beaucoup plus vertes. Ce sont des teintes naturelles. Teintes naturelles, oui, tout à fait. Voilà, ici tissé dans du fil d'algue, du coup, qui croise du fil d'algue et aussi du fil de chanvre à l'intérieur. Ici, sur cette matière, on n'est pas du tout sur un sujet de souplesse, on est plus dans un sujet de... C'est plus pour créer du panneau de séparation d'espace ou des revêtements muraux. Mais voilà, c'est une autre typologie qu'on commence à œuvrer. Là, vous avez un échantillonnage sur une recette d'ormeaux, coquille d'ormeaux, celle-ci, avec du fil de lin brut.
Alors dans cette photo, en fait, c'est assez important de voir aussi le travail du motif, parce que autant Lucille, ça a été de choisir le calibre, autant de mon côté, du fil de verre, pardon, autant de mon côté, ça a été aussi tout le travail du fil, de quel type de motif je pouvais, de motif je pouvais réaliser, sachant qu'il y avait un degré de liberté que je pouvais laisser au fil de verre, mais pas plus, mais pas moins, pour qu'il puisse ne pas casser. Pareil, donc ça a été beaucoup de recherche en termes de motifs, pour qu'on puisse voir cette matière de verre la plus libre possible, mais aussi qu'elle puisse voilà, être soutenue par le fil textile et pas trop exposée aux cassures. Donc tout ça, ça a vraiment pris, oui, entre 3 et 4 ans avec nos activités à côté pour pouvoir développer ça. Voilà, pareil, là ici on voit vraiment le rapport de la souplesse avec, comme vous pouvez le voir au centre, on a vraiment cette sensation de verre beaucoup plus fort qui est la recette de coquille d'ormeau, et sur les extérieurs la recette d'huître. Ici, pour finir, voilà, au moins je finis avec le projet qu'on a réalisé pour Nicolas Conrot, qui est une sculpture de plafond. Alors là, on voit, c'est dans le restaurant gastronomique du chef, qui est un homme extrêmement engagé aussi dans ce qu'il va cuisiner. Encore une fois, nos projets aussi nous portent vers des lieux où on partage aussi des valeurs communes. Et le scénario, en fait, était très beau, à la même histoire que pour les maisons de couture pour lesquelles je vais travailler. Là, lui, il nous a porté sur le sujet d'un filet de marin. C'est un marin qui part au petit matin pêcher et qui jette le filet dans l'eau. Et donc, on devait créer ce filet jeté à l'eau dans le mouvement. Donc, la sculpture est au plafond et mélange en fait des moments où le motif va être réalisé avec de la résille très épaisse, du fil de lin, de chanvre très brut, et des moments de transparence totale dans un dégradé où là on va atterrir sur la peau de maquereau, donc vraiment vraiment une espèce de peau de maquereau, comme si le poisson au-dessus de nous, on le voyait luire et sortir un petit peu du filet de marin. Donc c'était notre première œuvre cette année qu'on a pu faire et qu'on a eu vraiment beaucoup de joie à réaliser, voilà, en se laissant porter à nos 4 mains dans le tissage. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Peut-être préciser pour ceux qui ne connaissent pas le travail de verrier de Lucille Viau, qui travaille la nouvelle forme de verre à partir de déchets de coquillage. Donc je ne sais plus quel condiment ou dans sa recette elle met du coquillage concassé, qui sont le résultat d'une pêche ou d'une non-pêche. Elle récupère des déchets de coquillage, de moules, d'huîtres, de ce que vous avez dit. Et donc à partir de ça, elle en fait un verre. Et la spécificité, c'est que les couleurs qui sont données, on a vu, bleu, gris, sont issues du coquillage dans certaines zones déterminées. C'est-à-dire chaque lieu de pêche du coquillage va donner une couleur. C'est ça qui est passionnant. Dans une telle crique, prendre des coquillages de moules, ça va donner une telle couleur. Donc voilà, c'est peut-être à préciser. Et donc j'imagine que pour le fil, c'est la même chose. Ça dépend du coquillage qui a été ramassé. Tout à fait. D'accord. Je laisse la parole à la salle, s'il y en a. Micro, parce que c'est enregistré. La laise. Oui, parce que là, vous avez pu... j'imagine que c'était un plafond. Oui, moi je voulais juste savoir jusqu'à quelle largeur vous pouviez tisser, et parce que là, le projet du plafond, si vous faisiez des raccords, comment... Alors là, il n'y a pas eu de raccord en largeur ni en longueur. On est sur une laisse fait main de 110 de large, de 110 cm de large. Donc c'est une laisse assez importante pour du fait main. Ouais. Et après, vous parliez de panneaux de séparation. Oui. Quand c'est manipulé, est-ce que le verre qui a refroidi peut se casser facilement, ou parce que c'est inséré dans la fibre
Alors, on est dans une matière semi-souple en un sens, donc le sens de la trame, là où est tissé le verre, peut casser si on vient vraiment le plier complètement. Après, il y a une malléabilité extrêmement forte de la matière sur la durabilité, mais on n'est pas sur l'automobile non plus, ça c'est sûr. Non. On est quand même... Mais effectivement, on peut vraiment manipuler la matière dans les deux sens, quoi. Et quel type de tombée ça donne quand vous êtes en panneau plat? C'est plat. C'est surtout, en fait, le jeu de cette matière, elle est surtout sur le reflet, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout le même état du verre le matin, le soir, la lumière, qu'elle soit axée en bas, en haut, c'est pas du tout la même chose. Donc on va plutôt jouer sur ça. Sinon, elle a un tombé plat, elle va prendre la courbe. C'est ça, ça courbe. Ouais, on peut. Et après, on vient aussi un peu s'amuser avec le fil textile pour placer des moments où le fil de verre va être mis, qui soit courbe à des endroits mais souple à d'autres. Ouais. Enfin, voilà. Donc on joue avec ça aussi, avec le dégradé, parce qu'on peut se le permettre tous les centimètres de choisir ce qu'on veut faire, quoi. Mais votre recherche elle est géniale, Merci. Merci pour elle. Une autre question? Quelles sont les impulsions données à la recherche? C'est une commande, ça part d'une commande, quelqu'un qui vient vous voir dit voilà je voudrais tel effet et vous cogitez, ou alors c'est plutôt plus hasardeux dans le sens le mélange des textures. Voilà, comment se fait votre recherche, notamment avec Lucille, et votre recherche textile? Alors, ça a été 3 ans toutes les deux en binôme sur le rêve que ça marche, déjà. Donc il y avait vraiment quand même une idée conduite sur choisir le calibre, tester plein de motifs, avoir de toute façon les valeurs qu'on partageait en termes de matières biosourcées. C'était évident. Enfin, il y a quelque chose d'assez évident avec Lucille dans le travail pour ça. Aujourd'hui, ça commence parce qu'on a montré la matière cette année pour la première fois au rendez-vous de la matière sur le salon Archistorm, qui est un salon plutôt architectural. On commence à répondre à des orientations de projets. Donc là, on vient toujours réorienter nos contraintes par un projet certain. Par exemple, dans le milieu de l'architecture, ce qui commence à nous contraindre un peu, c'est tout ce qui va être la norme anti-feu, qui est un vrai sujet dans le domaine de l'intérieur. Parce que les inductions qu'on doit mettre dessus dans ces cas-là contre complètement ce vers quoi on veut aller nous. Donc voilà, on est un peu dans des paradoxes aussi de marché aujourd'hui. Et donc il y a des projets où on sait clairement qu'on ne veut pas accepter, par exemple, d'encapsuler la matière dans deux plaques de verre. On nous l'a déjà proposé à plusieurs reprises, et ça, c'est clair que pour nous, c'est absolument pas possible. Et compte tenu du travail de Lucille, notamment pour comme elle réalise ses verres, quoi. Et c'est pas possible parce que vous voulez pas, ou parce que techniquement, d'accord? Parce que ça n'aurait pas de sens. Ouais. Juste pour information, le textile en verre n'est pas nouveau, hein. Nous, dans nos collections, on a un textile à partir du fibre de verre qui a servi pour les retours des cendres de Napoléon. Donc, dès 1840, en France, en tout cas, on utilise la fibre de verre pour faire des textiles. Voilà, donc, mais c'est passionnant que vous puissiez le réactiver et le réutiliser aujourd'hui pour différentes créations. Je vous remercie de le dire, parce que je voulais le mentionner, que je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié. Mais effectivement, ça a été un moment assez clé aussi dans nos recherches, où on s'est rendu compte que ce tissage de verre de M. Bunel avait été créé, et notamment pour donner l'illusion de la broderie d'or dans le cortège, parce qu'elle était trop chère à réaliser et trop opulente à faire. Et donc ils ont contré ça. Et alors ça nous a fait un peu rire, parce qu'il a déposé un brevet effectivement dans les années 1800, je ne sais même plus, 50, quelque chose comme ça. Et en fait, le projet a été très vite abandonné, parce qu'il avait quand même plutôt fait des jacquards, et dans une démarche semi-industrielle, mais c'était plutôt la voie. Et il s'est rendu compte que c'était beaucoup trop coûteux et quasiment
pas possible d'être un sujet industrialisable. Donc c'est vrai que nous, ça nous a un peu aussi permis de s'axer un peu plus fortement dans notre démarche et de se dire, en fait, l'artisanat, le choix de la main a vraiment du sens aussi pour cette matière, dans nos valeurs, et que ce sera peut-être pas des projets sur des mètres carrés entiers, mais qu'en tout cas, on peut réaliser ce qu'on peut faire à notre échelle, quoi. Du sur-mesure. Tout à fait, oui. Une dernière question éventuellement pour la route? Bon, merci beaucoup. Et une petite pause technique. Merci. On continue cette soirée sur les innovations textiles avec notre troisième intervenante, groupe d'intervenants, avec Cécile Fechenfeld, qui est comme elle se définit elle-même, une magicienne du textile. Ah bon? D'accord. En tout cas, quelqu'un... Une journaliste qui la considère comme une magicienne, c'est ce qu'elle va nous montrer, et pour créer des sculptures mouvantes avec un simple fil et les 380 aiguilles, qui compte une machine à tricoter, puisque Cécile travaille plutôt sur le tricotage, et c'est ce qu'elle va nous montrer. Donc Cécile Fechenfeld est suisse, a grandi à Munich, et a fait ses études en design textile à Zurich, et s'est installée à Paris en 22 ans, en l'an 2000. Elle sait se plier au désir des créateurs et des couturiers qui trouvent en sa maille expérimentale l'élément essentiel pour raconter leur histoire en 3 dimensions. Voilà, donc je lui laisse la parole. Alors bonsoir à tous, parce que c'était tellement bien que ce que tout le monde a dit, j'aimerais bien commencer un peu différemment, c'est aussi un expériment pour moi, de montrer 2 petites vidéos sur mon travail, et comme ça vous allez aussi entendre le bruit de ma machine que je trouve aussi bien, et aussi le mouvement que je fais. Peut-être tissage c'est plus connu ici, voilà, je fais la maille. Et en plus les 2 vidéos ont été réalisées par Pascal Gautran à l'époque dans mon atelier à Paris. Gustav Mahler a dit: Die Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Quand j'ai lu ça, ça m'a beaucoup convaincue. C'est bien de voir la tradition de cette façon. Que c'est pas quelque chose qui s'éteint, mais c'est quelque chose qui est là pour rassurer la continuation d'un esprit vif. La maille à la main, c'est une grande tradition qui appartient à tout le monde. Et après, les machines avec lesquelles je travaille, ce ne sont pas des machines industrielles non plus, ce sont des machines qui sont dédiées aux femmes qui travaillent à la maison et fabriquent les pulls pour leur famille. Je peux toucher, je peux caresser le tissu en dessous de la machine pour voir si tout se passe bien, il n'y a pas de maille qui tombe. Je prends aussi plaisir, bien sûr, des gestes que j'ai faits en répétition. Je vois aussi comment la pièce a grandi et je vois quand ça sort de la machine avec des fils que j'utilise et les techniques que j'installe. Au fur et à mesure, ça devient autre chose, moderne et inattendu. Et les gens ne peuvent pas croire que ça sort vraiment de ces machines-là. Je travaille plutôt avec mes oreilles qu'avec mes yeux. C'est pas possible de parler pendant que je tricote. Il y a beaucoup de bruits que j'aime bien. Les bruits qui m'aident aussi de comprendre ce que je fais. Les bruits qui m'aident aussi de comprendre si je faisais une faute. J'explique aussi aux gens qui travaillent avec moi qu'il faut absolument écouter aussi et comprendre par les sons si toutes les mailles sont encore là.
Voilà, bienvenue chez moi. C'est un peu mon quotidien de vraiment travailler dans cette façon. Les machines sont, comme vous avez vu, maintenant nous sommes aussi plusieurs. J'ai une petite entreprise dans le 15e à Paris où je travaille avec une salariée et elle est avec moi depuis 10 ans. J'enseigne beaucoup aussi. Alors je vois pas mal des jeunes créateurs au début de leur carrière et après je retrouve quand même des âmes sœurs et frères dans la foule des étudiants. Alors elle est venue chez moi, ça fait presque 10 ans maintenant qu'elle est là. Elle a commencé comme brodeuse et elle est devenue tricoteuse maintenant. Et voilà, c'est ça que je fais. À la base, on peut dire que bien sûr, tous les grandes techniques textiles sont liées et l'un inspire l'autre. Alors moi, à l'école à Zurich, où j'ai... voilà, vous avez dit, où j'ai appris le métier, il n'y avait pas de spécialisation pour la maille. Alors j'ai appris l'impression, sérigraphie et aussi tissage et j'étais très fascinée par le tissage. À la fin, c'était un peu le hasard que je me suis acheté une machine à tricoter et je suis tombée amoureuse avec ma machine à moi. C'est un peu comme je trouve comme un musicien qui s'achète enfin son instrument et après c'est clair que là on va passer la vie ensemble et on va créer des choses, comme je disais, un peu inattendues et oui. Alors pour moi c'est ça un peu, la machine et moi c'est vraiment un ensemble. Après, je pense que mon travail, que je vais aussi présenter tout de suite, c'est plutôt que j'adore la matière. Alors, la matière, c'est d'abord intéressant, et après, est-ce que je peux pas passer cette matière par la machine? Alors, quelle technique je dois appliquer que la matière passe? Bon, vous allez entendre peut-être des phrases un peu similaires que ce que vous avez déjà entendu aussi par Aurélia, qui est une bonne amie en plus. Et nos approches sont peut-être un peu pareilles. Après, on utilise d'autres techniques, d'autres machines, et bien sûr, les résultats sont différents, mais on apprécie beaucoup réciproquement nos œuvres. Et là, je peux... Non, pas l'autre film, je pense, c'est bon. Là, je vais passer plutôt que vous voyez les... ouais, exactement. Là, je vais passer des... Alors, ça, c'est l'échantillon, parce que c'est comme ça que ça se passe chez moi. Je commence avec l'échantillon, où quand je disais, je vais insérer la matière qui m'inspire. Ok, je travaille beaucoup pour la haute couture. Alors là, la perle, par exemple, elle joue un rôle énorme. Non? La broderie, les perles, ça se crée comme ça. Alors je commençais à intégrer aussi les perles dans la maille et je voulais d'abord aussi, j'essayais de broder sur la maille. Mais c'est presque impossible parce que la maille, alors la technique en elle-même, elle est élastique. Alors c'est vraiment contre le support de la broderie devrait être quand même un peu costaud, même si je pense c'est suspendu quand on brode. Alors la maille, c'était pas possible. En plus, moi aussi, j'adore la transparence. Alors voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai développé une technique où j'insère la maille pendant que le procès du tricotage. Alors ça veut dire que c'était la fascination maintenant que, en effet, je peux créer en même temps que je tricote aussi une surface complètement perlée, sans que je rajoute un autre fil. Alors, qui est le cas dans la broderie, par exemple. J'ai un support, après j'ai un fil et je place la perle sur ce fond. Ça veut dire que ce fil
plus va être visible d'abord, où il va aussi, car il doit faire le lien, il va aussi peut-être ou forcément changer la flexibilité du support. Alors, le rigidifier, c'est plus rigide après. Par contre, avec ma technique, comme vous voyez ici, ça reste complètement fluide. Alors, c'est vraiment la fascination que je peux quasi dessiner sans papier. Alors, j'ai vraiment que le fil qui dessine sans qu'il y ait une chaîne, un support, un papier, rien. Alors ça, j'ai compris pendant tout ce procès que c'est un vrai atout et que ça correspond beaucoup à mes réflexions et mes envies. Parce que, comme Aurélia a aussi expliqué, avec le tissage, il faut énormément de préparation avant que je peux commencer à mettre le premier tram. Chez moi, je peux vraiment commencer et utiliser une matière pure et je me lance. Si je change mon avis, si je vois qu'il y a autre chose qui arrive aussi comme commande à l'atelier, j'enlève de la machine et je commence avec autre chose tout de suite. Alors c'est assez spontané comme technique qui est vraiment qui a beaucoup d'atouts. Là, c'est aussi, je montre des échantillons maintenant qui sont où il y a beaucoup de différentes matières qui sont insérées. Là, par exemple, le cuir, le bois, le raffia, le nylon avec la laine, le bois, encore le cuir. Alors, moi, j'ai fait beaucoup de manipulations aussi à la main, soit avant que je tricote, soit après avec la pièce qui sort de la machine. Alors ça, c'est pour montrer comment je crée mes échantillons avec lesquels, après, je vois mes clients. Alors, des grandes maisons de luxe. Et je suis toujours inspirée, bien sûr, par la matière, la finesse ou la brillance. Là, j'utilise les Scooby-Doo. Je ouvre la maille. Alors, c'est comme une danse autour de la maille, tout le temps. Tout le temps, je regarde, je cherche, j'insère des plumes. Là, c'est plutôt un peu un jeu du photographe qui a créé cet oiseau pour nous faire plaisir. Après aussi, il y a toujours la question comment présenter les échantillons avec un corps, par exemple, pour stimuler aussi les clients d'imaginer à partir d'un échantillon un vêtement, par exemple. Parfois, je crée aussi des vêtements, mais je les appelle plutôt études en volume, parce que parfois, c'est parce que c'est vrai que je les appelle comme ça, parce que parfois, quand je crée des échantillons, bien sûr, il y a différentes tailles possibles. La taille, elle correspond souvent à l'intensité du temps que ça prend aussi. Bon, parfois, c'est pas si clair comment le tombé va se comporter, par exemple, quand c'est plus grand. Ou est-ce que c'est possible plus grand, ou est-ce que c'est joli plus grand, ou est-ce que c'est pas la peine de le faire plus grand, ou est-ce que c'est juste joli parce que c'est petit et on a un peu une sorte des sentiments de protecteur quand on voit un petit échantillon, on l'aime bien, et après si c'est grand on pense c'est pas très intéressant. Alors parfois je me force de créer des volumes, voilà. Et je vois que parfois ça marche bien. Alors c'est aussi bien, alors ça c'était aussi un truc au début que je ne savais pas, que j'avais un peu peur, si je crée des vêtements moi-même, peut-être les maisons ne veulent plus travailler avec moi parce qu'ils se disent « Ah mais voilà, elle fait ça elle-même, alors on ne va pas la copier après avoir des problèmes. » Et, ou je ne sais pas. Je ne voulais pas montrer ça. Mais après, j'ai compris que les designers parfois sont plutôt rassurés que ça marche en grand. Et que, par exemple, aussi techniquement, qu'il y a, bien sûr, ma largeur, elle est bien sûr définie par voilà,
mes mailles, mes aiguilles. Alors, comment je peux, par exemple, réaliser une couture invisible? Voilà. Alors, ça marche plutôt bien de réaliser parfois des études en volume. Et aussi pour moi, ça peut devenir assez ludique de le tourner, de le voir le comportement. J'ai ramené aussi un échantillon, comme ça vous allez voir ça en vrai. Voilà, ça c'est le lieu, ça vous avez déjà vu, c'est dans un cours caché. Ça c'est quand je travaille, ça peut devenir assez opulent, ça dépend. Un peu des styles, voilà, là les bobines enfilées des perles, parfois il faut dire que les perles ne sont pas que enfilées mais aussi comptées. Oui, bon, il ne faut pas le faire. Et voilà, c'est vraiment un peu dingue. C'est un peu addictif aussi, il faut faire attention. Voilà, parfois aussi des perles faites main. Voilà, la machine. Bon, vous voyez que la machine, c'est mon amour. Alors, désolée parfois, là, c'est drôle pour des gens qui tricotent, peut-être. Vous voyez que j'ai monté la machine sur des bobines. Elle est plus sur le sol. Parce que parfois, parce que, voilà, la maille, cette pièce descend en plein milieu. Et après, il faut beaucoup de poids. Après, il faut à un moment, quand ça touche le sol, il faut monter le peigne et remettre le poids. Mais ça peut dire qu'on casse le tissu qui est très fragile avec les peignes qui sont en métal. Alors, pour éviter ça, on monte la machine pour ne pas avoir ce problème de monter le peigne. Alors, ce sont des détails techniques, mais c'est amusant. Là, je suis toujours entourée par pas mal de gens qui m'aident, pas trop, mais quand même assez. Et ça, c'est juste pour montrer qu'on fait des petites productions aussi de pulls. Là, c'était pour un designer, Walter van Beirendonck, un designer belge. Magnifique. Bon, ça, c'est un peu mes mood boards qui poussent partout. Et des bobines, voilà, la fierté de tout le monde qui travaille. Et voilà, après, il y a des salons. C'est là où je me fais connaître et je montre mes... Bon, peut-être, il faut dire, c'était avant Corona. Maintenant, je ne sais pas, je ne fais plus des salons pour le moment. Je vais faire Révélation, d'ailleurs. Et là, c'est ce salon Première Vision. Et ça, c'était vraiment génial pour moi parce que toutes les maisons passent. Et c'était un espace qui s'appelait Maison d'Exception. Ça veut dire là, ils ont vraiment réuni tous les artisans avec leur technique assez spécifique pour montrer leur travail artisanal. Alors c'était très intéressant pour nous d'être là parce que il y avait pas les gens posaient pas les mauvaises questions, genre combien de tout ça qui concerne la rapidité, la consommation, tout ce qu'on veut éviter pour sauver la planète. Non, nous qui travaillons avec nos propres mains, c'est limité de toute façon, tout est sous contrôle, c'est humain, c'est beau, c'est magnifique. Il faut juste suivre les artisans et tout va bien. À peu près. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. J'imagine que vous êtes ici pour ça aussi. Bon, cet espace était magnifique parce qu'on a vu vraiment que des gens qui étaient vraiment super intéressés par exactement ce sort de travail et pas par des autres questions. Voilà, ça sont les clients. Et après, l'autre salon, c'est Pittifilati, c'est à Florence, c'est le salon des fils, où j'ai aussi parfois aidé à créer des sculptures avec le fil nouveau que je pouvais utiliser comme première tricoteuse. Et c'était magnifique parfois, mais aussi très difficile. Parce que voilà, c'était difficile à tricoter des fils qui n'ont jamais été tricotés par quelqu'un d'autre. Même si c'est parfois la laine et tout. Bon, là, j'ai créé, c'était tout un projet qu'on a monté à Pittifilati. Après, je m'occupe aussi un peu de la tendance, juste pour créer des petits morceaux qui ne sont pas vraiment utiles,
c'est que pour la beauté et l'inspiration. Voilà, ça sent un peu... Là, je suis tout à fait libre, je crée ce que je veux, et après, eux mettent en place les matières, les techniques, les couleurs. J'ai réalisé aussi les couvertures. Voilà, et après, je fais parfois aussi des voitures, ça peut arriver. Des voitures qui sont des concept cars. C'est juste pour montrer à quel point ça peut aller. Tout est produit vraiment chez moi, dans le 15e. Ça sont des concept cars. Alors j'ai réalisé là cette maille qui est très colorée. Et j'avais la chance que la sellerie est à Vélizy, alors c'est pour Citroën. Et je pouvais voir vraiment le montage de mes tissus, de ma maille. Voilà. C'était super intéressant pour moi de voir que ça marche vraiment. Et c'était assez opulent, les couleurs et les dégradés qui n'étaient pas des vrais dégradés, qui étaient double face en plus. Voilà. Et là, un peu de haute couture. Ça, c'était pour Dior, quand Raf Simons était le directeur artistique. C'était un peu mon entrée dans la haute couture. C'était à partir du salon Première Vision. Et là, par exemple, j'ai compris que je n'étais pas invitée, par exemple. C'est pas comme chez Citroën. Alors là, on fournit, mais on n'est pas on n'est pas vraiment invité. Mais on admire quand même les maisons. Ça change un tout petit peu maintenant, mais doucement, doucement. Là, c'est juste montrer un peu le procès de la création qui est drôle aussi. Parfois, c'est monté par moi-même, parfois, c'est monté par eux, ça dépend de la maison. Là, j'ai travaillé pour Armani. C'était aussi très intéressant. Bon, tout est la maille et tout est toujours... Bon, ça, c'est un peu une autre histoire, parce que dans la maille, normalement, quand c'est industriel, c'est réalisé en Italie. Je voulais essayer si ça me va. Ça ne me va pas. Bon. C'est un peu... parce que, voilà, c'était un peu... Voilà, on dessine quelque chose, on voit le fichier en Italie et on voit comment ça retourne. Et c'était pour vêtements. Là, c'était un œuvre à la main, un méga pull à la main qui était réalisé chez moi à la main. Et ça, c'était pour la maison Schiaparelli, des grandes robes haute couture, tout perlé. Bon, ça sont bien sûr des rêves, des fausses fourrures, c'est aussi un très grand thème. Et un peu de prêt-à-porter, c'était pour Christopher Kane. Voilà, tout perlé aussi, c'est un peu ma spécialité, j'avoue. Et aussi pour hommes, ça c'était intéressant, c'est pour Walter van Beirendonck, le designer belge, qui est magnifique, un grand culte pour moi. Et là, c'était aussi intéressant de travailler un peu à la main et à la machine et de faire vraiment des sculptures en maille et comprendre comment ça se passe. Et là, on est en plein milieu du fitting, la veille du défilé. Alors, impossible de changer quoi que ce soit, mais voilà, et ça allait. Alors, des visages. Et là, les défilés, c'était Place Vendôme. Voilà. C'était ça. Merci beaucoup. Merci pour cette richesse créative qui va surtout sur le vêtement. Il n'y a pas beaucoup d'objets à partir de la maille. En voyant les images, c'est vrai qu'on pourrait imaginer du luminaire, de l'objet dérivé, peut-être de voilage ou autre. Ça, vous n'êtes pas allé sur cette catégorie d'objets? C'est plutôt le vêtement et le... Oui, c'est plutôt vêtements, mais c'est... Moi, je reste vraiment aussi très ouverte à d'autres propositions. J'ai eu un peu
aussi des offertes de la part de l'architecte intérieur, mais comme Aurélia a déjà dit à la fin, il y a juste trop de normes et c'est difficile de correspondre à toutes sortes de sécurité, feu et autres. Et après, bien sûr, je ne veux pas non plus risquer quoi que ce soit. Alors, oui. Ok, merci. Une question? Oui. Oui. Enregistré comme tout le monde. Voilà, ça va mieux. D'abord, un grand merci parce que vous m'avez replongé en enfance. Parce que j'ai grandi avec ce bruit de tricoteuse. Ma mère et ma tante en avaient une. Oui. Et très régulièrement, je passais pour remettre les mailles lorsqu'elles sautaient des aiguilles. Oui, donc, un grand merci. Juste une question. En ce qui concerne la voiture, donc l'intérieur, le tissu, on le touche ou une autre matière revient pour protéger le tissu? Alors, c'était... non, alors c'est tricoté d'un coup, c'est une sorte de double face. Alors, d'un côté, c'était un nylon transparent, et de l'autre côté, il y avait une laine, et il y avait vraiment un jeu de l'ombre, couleur, dégradé. Et l'idée derrière, c'était de... Bon, la voiture aussi, elle a bien sûr beaucoup de problèmes en ce moment. Et à ce moment-là, c'était plutôt de se dire, on enlève le cuir, on le remplace par quoi? Alors, on le remplace par quelque chose qui est quelque chose d'agréable, le confort. Et la maille, elle était un peu le synonyme pour confort, pull... quelque chose d'agréable, et c'était un peu ma chance de rentrer dans ce domaine, et c'était sympa pour moi de voir que la maille peut être intéressante pour les voitures. Alors, pour moi c'était exceptionnel. On a réalisé une autre voiture pour Citroën après, beaucoup plus chic, moins famille et pull, et moins Nike aussi, parce que vous voyez aussi l'inspiration était aussi bien sûr le basket Nike, fully fashion sneakers. Et maintenant, on a réalisé dernière fois aussi une voiture pour DS, très luxe, et c'est tricoté, mais on ne le voit pas, et la maille ne joue pas un rôle, c'est plutôt la technique qui était importante dans ce cas-là, avec les fibres d'optique et d'autres défis techniques. Okay. Un grand merci en tous les cas. Merci. Mais j'ai ramené des échantillons, peut-être c'est intéressant. On verra à la fin, quand on aura fini. Une dernière question, et on se précipite tous sur la maille. Oui. Bon, non, mais vous pouvez vraiment demander ce que vous voulez. Je n'ai pas trop expliqué le fonctionnement peut-être de mon entreprise. Bon, ça fera l'objet de questions à part. Ben, en tout cas, merci beaucoup. On a eu un panorama ce soir depuis le décoratif, divers, papier peint, textile, objets, jusqu'aux vêtements. En tout cas, c'était passionnant, avec évidemment toujours ce rapport de temporalité entre le passé, le présent et le futur. Merci à tous les intervenants, et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.